Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette troisième table ronde de ces rencontres d'options. Je suis Stéphane Guérard, je suis journaliste au quotidien L'Humanité, heureux partenaire de cet événement à travers l'Humanité et sa fête de l'Humanité autrement. Donc nous arrivons à un troisième temps d'échange sur cette large et vaste question de transition écologique, transition sociale. Sont-elles compatibles et comment on peut les mener de front? Nous avons une première table ronde sur une sorte de mise en état des enjeux climatiques et des questions sociales qu'elles posent. Nous avons dans un deuxième temps évalué des premières réponses sur les manières de consommer, de produire et de travailler. Et donc voici notre troisième table ronde, elle consacrée à vraiment donner des alternatives et des manières de s'engager dans cette transition en examinant la finalité de notre travail. Nous le faisons avec 4 intervenants. Je vais commencer avec Sophie Binet. Vous êtes co-secrétaire générale de l'UGICT-CGT, donc organisatrice de cet événement. Donc vous aurez apporté les enjeux et puis les solutions de l'UGICT et à rebondir dans ce débat avec moi. À vos côtés, nous avons Denis Durand. Bonjour Denis Durand, donc vous êtes économiste et directeur de la revue Économie et Politique. Donc vous aurez, avec vous, on examinera les comptes et les gros sous des entreprises et on essaiera de voir comment transformer tout ça. Je continue avec notre troisième intervenant, Alain Petitjean. Vous êtes directeur du Centre d'études et prospectives du groupe Alpha. Donc, là, avec vous, on plonge dans l'entreprise et dans les rouages de l'entreprise pour voir comment, si cet outil est transformable de l'intérieur, s'il peut prendre en compte les enjeux aussi bien écologiques, environnementaux et sociaux, bien sûr. Et puis, nous avons notre quatrième intervenant. Bonjour Nicolas Grave, vous êtes du collectif pour un réveil écologique. Et en fait, j'ai envie de commencer par vous, parce que quand pendant ces 2 premières tables rondes et peut-être aussi dans cette troisième table ronde, on soulève pas mal d'enjeux, de problématiques. On n'a pas forcément les idées pour savoir, mais concrètement, moi, individu, que puis-je faire? Et vous avez apporté une solution à votre place et à votre échelle en tant qu'étudiant de grande école, où vous avez pris le parti de créer un collectif pour un réveil écologique, justement pour peut-être secouer l'enseignement supérieur et puis aussi les étudiants. Alors j'aimerais qu'on revienne avec vous sur l'origine de ce collectif et puis ses premiers objectifs et après comment ils se sont poursuivis dans le temps, sachant que tout ça débute en 2018. C'est ça. C'est exactement ça. Il y a 2 ans, en septembre 2018, a été lancé un texte, justement par des étudiants qui étaient préoccupés par ces questions-là, et en même temps tout à fait frustrés de voir que la réponse du monde politique et économique et dans les entreprises à ces questions-là n'était pas du tout à la hauteur de ce que nous disaient les scientifiques. Donc face à cette situation-là, quelques étudiants de grandes écoles se sont rassemblés et ont écrit ce texte-là, le manifeste étudiant pour un réveil écologique, et ont publié ce texte-là sur Internet. Ça a été facile déjà de d'écrire un texte? Non, l'écriture du texte a été assez longue. Elle s'est déroulée entre avril et septembre 2018. Il y a eu 7 ou 8 relectures pour des questions il fallait que ce soit un texte qui parle bien aux étudiants, qui ait des positions qui ne soient pas clivantes, qui ne divisent pas, qui permettent de porter la parole des étudiants, sans pour autant qu'ils soient rassembleurs. Donc, après la publication de ce texte, il a très rapidement rassemblé beaucoup d'étudiants. Il y a eu plus de 20 000 signatures en quelques semaines. Et à partir de là, les étudiants qui avaient publié ce texte-là se sont posé la question de comment on fait à partir de ce contenu, de ce format, de ce texte, pour rassembler et pour continuer à aller plus loin
et ne pas seulement s'arrêter à une prise de conscience et à un texte. À partir de là, s'est constitué du coup le collectif Pour un éveil écologique et se sont posés les questions de quels sont les leviers propres aux étudiants, dans les grandes écoles principalement, mais aussi dans les universités, pour faire changer les choses à notre échelle avec nos leviers. On a identifié 2 leviers principaux qui sont le levier de la transformation des formations et le levier de la manière dont on parlait aux entreprises et de la manière dont on s'engageait dans les entreprises. Pour commencer rapidement sur la partie formation, on s'est rendu compte que dans l'ensemble des établissements, il y avait soit absolument rien sur les questions écologiques, en tout cas un cours général sur le développement durable, mais en tout cas sans ambition d'apporter une connaissance qui permettrait et des compétences qui permettraient à de futurs cadres de commencer à résoudre les questions écologiques. Et face à cette absence, on s'est dit que voilà, ce n'était pas du tout normal que pour former les cadres de demain, dans lesquels on sait très bien qu'on va devoir faire face à des transitions qui sont absolument énormes et que ce n'est pas possible de le faire si on n'a pas des gens qui sont compétents pour le faire. Et qui a aussi tout à fait un deuxième enjeu qui est celui de l'acceptation des politiques publiques et celui du fait d'avoir une population qui soit sensibilisée, qui soit capable de comprendre les problèmes et d'aller dans la bonne direction ensemble. Donc, sur la partie transformation des formations, on travaille du coup avec pas mal d'établissements pour essayer de faire avancer leur offre de formation et aussi, mais pas uniquement justement pour saupoudrer un cours de développement durable ou une conférence générale, mais vraiment dans l'objectif que la personne qui sort de l'établissement soit une personne compétente sur ces questions-là et qui soit capable de participer à la transformation de l'économie. Ça implique que vos enseignants intègrent tous ces enjeux dans leurs cours, à chacun dans leurs parties respectives. C'est ça. Donc c'est un bouleversement. Et comment ont-ils, d'une part, comment les directions des écoles ont-elles réagi, ont-elles incorporé ça, et puis après, côté professeur, quelles ont été leurs réactions aussi? Très bien. C'est des réactions parfois un peu difficiles. Du côté des écoles qui n'avaient quasiment rien du tout, voire rien du tout, se sont mis assez rapidement, du coup, ces cycles de conférences pour présenter globalement les enjeux. Donc toute la partie qui est de donner une certaine forme de culture générale de ces questions-là, c'est assez rapidement mis en place. Là, en 2-3 ans, on voit vraiment beaucoup de différences dans les écoles qui n'avaient absolument rien mis en place. Dans d'autres écoles, il y a vraiment des processus de réflexion sur l'ensemble de la formation. Je pense par exemple, je vais donner quelques exemples. Sur l'ensemble du groupe INSA, il y a une réflexion stratégique au niveau de l'ensemble du groupe sur la manière d'intégrer ça dans l'ensemble des formations. Mon école aussi, d'ailleurs, l'école des ponts et chaussées, a mis en place toute une réflexion pour proposer un tronc commun conséquent. Enfin, il s'agit par exemple là, de presque 5 ECTS en l'occurrence. Il va falloir éclairer vos acronymes. Oui, les ECTS, c'est les crédits européens, c'est pour tout ce qui est diplôme, pour pouvoir transférer ça facilement. Et 5 ECTS, ça représente, une année c'est 60, donc ça représente un 12e d'une année sur des questions écologiques et sur des questions de montée en compétences sur ces questions-là. Là, pour le moment, ça a trait qu'aux grandes écoles ou c'est tout ce cheminement? Il y a quelques universités qui aussi réfléchissent à des questions de transformation. Particulièrement, je pense à l'université de La Rochelle qui fait beaucoup d'efforts pour ça. Mais ce serait une erreur de citer qu'elle parce qu'il y en a beaucoup aussi qui commencent vraiment à se saisir de la chose et avancer dans cette direction. Du côté des professeurs, c'est aussi un point un peu bloquant parce qu'il y a aussi un manque de compétences de leur côté. Et on sait que, par exemple, pour former l'ensemble des étudiants, il faut aussi qu'on ait des professeurs qui soient capables de former l'ensemble des étudiants. Et ça, c'est un des points qui est un peu bloquant aujourd'hui. Est-ce que vous allez jusqu'à dire aux directions des écoles, changer aussi vos process, vos organisations, vos process aussi bien d'achat, d'équipement, etc. Complètement. On est un tout petit peu moins sur le terrain de... on pense que le principal dans un établissement, c'est de savoir former et qu'après, tout le côté opérationnel est important, mais ne relève pas de ce sur quoi nous, on a directement un levier, en tout cas en tant qu'étudiant.
donc, on touche aussi à la stratégie des établissements. Notamment, il y a pas mal d'établissements qui avaient absolument aucune gouvernance sur les questions de développement durable. Et dans certains établissements, si je peux citer l'X ou Centrale Nantes, par exemple, ils ont mis en place un comité de gouvernance environnementale qui est capable chaque année de revenir et de faire le bilan de ce qui a été fait sur une année et de faire le bilan de ce qui va être fait sur l'année prochaine. Et ça, c'est des structures qui n'existaient absolument pas avant qu'on se saisisse de cette question-là. Donc, est-ce que ça rajoute de l'attractivité à ces diplômes ? C'est une bonne question. Je pense que oui, mais d'une certaine manière, nous, on le voit comme quelque chose de nécessaire et pas quelque chose qu'il faudrait faire pour être attractif. C'est pas pour vous valoriser en tant qu'étudiant. Oui. Et alors, après, donc vous allez, à la sortie des écoles, vous allez voir les employeurs. Et donc là, il y a un deuxième aspect du collectif, que le collectif a mis en place. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Absolument. Donc, du côté des entreprises, beaucoup d'entre nous avaient fait déjà un premier ou quelques stages en entreprise et se rendaient compte que justement ces questions-là n'étaient pas prises en tout cas, on voyait mal comment ces entreprises-là pouvaient répondre à la hauteur des enjeux face à cette situation-là, face à la situation dans laquelle on se trouve. Et on se demandait principalement quels étaient nos leviers pour agir à ce niveau-là. Une des choses qu'on a faites principalement, c'était d'aller rencontrer les entreprises et essayer de comprendre qu'est-ce qui bloquait chez eux. Et ça, on l'a fait dans pas mal d'entreprises. On a notamment aussi envoyé, par exemple, un questionnaire pour essayer justement de comprendre ce qui n'allait pas dans les entreprises, ce qui était bloquant. Ce questionnaire-là avait été publié sur notre site. Il y a aussi tout un côté choisir son entreprise, ne pas aller n'importe où. Notamment, vu qu'on est dans le contexte ingénieur, en particulier pour les ingénieurs, parce qu'il y a des besoins qui sont plus importants que la population qui sort des cours. Et donc, il y a une certaine pression à l'emploi du côté des employeurs. Et on se rend compte qu'une fois qu'on est beaucoup à dire à nos employeurs que cette stratégie-là n'est pas à la hauteur des enjeux, il faut continuer à bouger. On a ce levier-là dans les entreprises. En tout cas, ces personnes-là nous écoutent. Et on essaye de le pousser, en tout cas dans cette direction-là, de manière pertinente à notre échelle. Et après, il y a toutes les problématiques de s'adresser aussi au cadre des entreprises. On essaie de faire de la sensibilisation beaucoup plus maintenant, parce qu'on se rend compte que dans une intervention comme ça, on permet aux gens de sortir de leur cadre de travail et de prendre conscience un peu de leurs responsabilités qu'ils ont face à ces questions-là. Et de l'ampleur des enjeux et aussi du fait qu'il va falloir que leur entreprise fasse leur transition et qu'ils ont leur rôle à jouer là-dedans. Là, vous parlez de vos rapports, des rapports d'étudiants vis-à-vis de grandes écoles vis-à-vis de leurs futurs employeurs. Le rapport de force est peut-être favorable, peut-être pour les étudiants que vous représentez, puisqu'il y a un marché de l'emploi qui est favorable. Il y a peut-être plus d'offres que de demandes. Est-ce que ces messages sont aussi simples à faire passer pour tous les autres étudiants qui sont sur des secteurs peut-être moins propices ? Non, c'est ça la problématique face à laquelle on est, c'est que, en tout cas pour une bonne partie des étudiants qu'on représente, on a effectivement ce levier-là de jouer sur la pression à l'emploi, mais qu'elle n'est pas existante partout. Il ne faut pas se le cacher. Et de toute façon, c'est vrai que ce discours-là ne passe pas aussi bien dans d'autres cercles. Mais ce qui ne nous empêche pas de profiter de ce levier qui existe vraiment pour nous. Les questions qu'on se pose, c'est vraiment là où on est pertinent en tant que les personnes qu'on est. Être à la bonne place pour porter le message. C'est ça. Alors, Sophie Binet, je vous fais déjà réagir à cette expérience. Là, on parle de formation. Ce matin, Hervé Letreut, le climatologue, expliquait que ce qui allait faire la différence, ce qui allait faire le basculement, c'était l'opinion publique, et que donc pour faire ce basculement-là vers une transition écologique et sociale, il fallait que les gens soient correctement formés, y compris au niveau des écoles, des collèges et lycées, qu'il y
qu'il y ait ce souci de formation. J'imagine que dans un syndicat tel que le vôtre, la formation, c'est au cœur de vos revendications. Est-ce que cette expérience-là vous interpelle, vous fait réagir ? Directement sur tout un certain nombre de points. La première chose, c'est que si l'UJIC-CGT a pris cette question environnementale comme une priorité depuis plusieurs années, c'est parce que l'encadrement est aujourd'hui en pleine schizophrénie. La prise de conscience environnementale de l'encadrement, elle n'est pas neuve. Elle a commencé à travers les choix de vie, les modes de vie, le fait que les cadres sont parmi les premiers dans le temps et en masse consommateurs du bio, bon, aussi parce que, contrairement aux autres, ils en ont la capacité. Donc un encadrement qui est extrêmement conscient et sensible à l'impact sur la santé, par exemple de la pollution, notamment pour les enfants, et qui, par contre, dès lors que les cadres et professions intermédiaires reviennent dans l'entreprise, on leur demande de laisser leurs convictions environnementales au vestiaire. Donc, on est dans une situation avec une schizophrénie totale, ce qui fait écho à ce que disait Nicolas quand tu disais que vous faisiez un travail auprès des cadres pour travailler sur leurs responsabilités. C'est d'autant plus contradictoire qu'il s'agit des salariés les plus qualifiés qui ont des niveaux de responsabilité élevés dans l'entreprise et donc qui ont accès à déjà l'information sur l'organisation de la production, sur une partie de son impact environnemental et la capacité, comme on le rappelle souvent à l'UJIC, on n'est pas seulement utilisateur des technologies, on en est aussi concepteur et on oublie d'interroger cette dimension de la conception des technologies. On a aussi la capacité du coup d'interroger le sens et la finalité de la production, bien sûr ses modes d'organisation, mais aussi la finalité même de la production. Et donc nous, quand on a pris ce sujet, c'était pour dire, il y en a assez de cette schizophrénie, un, et deux, depuis quelques années, quand même, les entreprises ont senti le vent tourner, avec notamment cette dynamique chez les jeunes qui est très forte, qui les interpelle parce qu'il y a des jeunes qualifiés qui, effectivement, comme vous le disiez, quand on sort d'une grande école, on est très attractif pour des recruteurs et donc des jeunes qualifiés qui disent « Non, mais moi, je ne viendrai pas travailler chez vous parce que votre objet social ne me convient pas, votre objet environnemental ne me convient pas. Je souhaite avoir un travail qui a un sens. » Donc ça interpelle les entreprises. Et quelle est la réponse qu'elles retiennent pour ne pas interroger la finalité et les modes de production? C'est le greenwashing avec des temps, on va dire, de mobilisation de l'encadrement pour faire diversion sur les vrais enjeux. Par exemple, le grand concours dans les boîtes aujourd'hui, c'est on va supprimer les gobelets en plastique et donc on mobilise l'encadrement pour organiser des choses qui permettent de supprimer les gobelets en plastique et ainsi, par effet retour, on dévie les responsabilités et on va culpabiliser les salariés et faire en sorte que ce soit à eux d'apporter leur tasse. Bon, c'est une histoire anecdotique, mais je peux parler de la même chose sur la question des transports pour aller travailler, où au lieu de s'interroger sur l'aménagement du territoire, les choix d'emplacement des entreprises, la spéculation immobilière qui fait qu'on éloigne toujours plus le lieu de travail des lieux de domicile des salariés, on va culpabiliser individuellement les salariés qui prennent leur véhicule individuel pour venir travailler. Donc, l'idée, c'était à la fois de sortir de cette schizophrénie et du fait qu'on nous demande de laisser nos convictions environnementales au vestiaire, et puis de sortir du greenwashing et de pouvoir interpeller la finalité même de l'outil de production. Et donc, pour ça, nous, notre postulat, c'est de dire, et en plus, à l'UJIC, c'est un peu notre marque de fabrique, il faut prendre la responsabilité au sérieux. Je cite en cela Alain Supiot qui avait pris ça aussi comme slogan pour montrer les impasses du monde dans lesquelles on est aujourd'hui. Prendre la responsabilité au sérieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir de l'irresponsabilité généralisée qu'ont organisé les multinationales et les transnationales en fragmentant la production au niveau mondial, en généralisant la sous-traitance, les niveaux de sous-traitance. Donc maintenant, quand il y a un problème, on ne sait plus qui est responsable. Et surtout en faisant ce qu'on appelle pudiquement externaliser les impacts environnementaux. Donc avec un impact en matière de transport qui n'est pas pris en compte. J'ajoute, parce que c'est peu su, que les émissions de CO2 en matière de transport, qui sont pourtant le premier vecteur d'émissions de gaz à effet de serre, ça n'est même pas pris en compte dans les objectifs de réduction de CO2 des COP. Pourquoi? Parce que on est dans les eaux internationales, donc ça peut être intégré dans aucun bilan carbone national. Donc on voit bien que là, le premier facteur de dérèglement climatique qui est lié à la mondialisation des échanges et au fait que quand on achète une voiture en France, elle a déjà fait 3 fois le tour du monde avant même qu'on commence à rouler avec, c'est en dehors des bilans environnementaux. Donc prendre la responsabilité au sérieux, pour nous, c'est d'abord
aller resituer et travailler sur comment est-ce qu'on remet la responsabilité des entreprises et comment est-ce qu'on sort de cette responsabilité de papier glacé qu'est la RSE. Parce qu'on est quand même dans un moment aussi très contradictoire où, de notre point de vue, les multinationales n'ont jamais été aussi irresponsables, mais pourtant, de l'autre côté, ça fait 20 ans qu'il y a un instrument qui s'appelle la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, avec des beaux albums de papier glacé et plein de trucs qu'elle raconte là-dedans. Pourquoi est-ce que la RSE, ça n'a pas marché ? Parce que très souvent, la RSE, c'est l'affaire des directions de communication, c'est les DIRCOM qui s'en occupent, et donc qui doivent compléter, en fait c'est une sorte d'album photo pour donner envie de venir dans cette entreprise. Et de consommer surtout les produits de cette entreprise. La RSE, ça ressemble à ce qu'on dit sur les impasses du langage managérial, c'est-à-dire c'est un moyen de vider les mots de son sens. On dit exactement l'inverse de ce qu'on fait. On parle de dialogue social alors qu'il n'y a aucun dialogue et il y a seulement des affrontements, etc. On fait la même chose en matière environnementale. Donc la RSE, pourquoi ça ne marche pas ? Parce que c'est des directions de la communication qui s'en occupent, que c'est totalement coupé des représentants du personnel, des organisations syndicales, qui n'ont pas de droit de regard, qui n'ont pas de droit d'information, qui n'ont pas de droit d'intervention en lien avec cette RSE. On pourrait tout à fait imaginer qu'on puisse avoir des droits suspensifs en disant là, par exemple, l'entreprise revendique tel engagement, pourtant elle fait ça, donc il y a une contradiction. Et on fait jouer un droit suspensif pour pouvoir interroger ce choix. Ça n'existe absolument pas. Donc, premier problème, c'est couper les représentants du personnel. Et le deuxième problème, peut-être encore plus profond, c'est que c'est totalement coupé du travail, et notamment du travail des salariés qualifiés en responsabilité, qui n'ont aucun moyen de faire respecter justement cette RSE par rapport au contenu même de leur travail et à ce qu'on leur demande de faire. Et c'est pour ça qu'à l'UGICT, une de nos revendications, propositions centrales, c'est ce qu'on appelle le droit de refus d'alerte et d'alternative, adossé à la responsabilité professionnelle, de sorte de dire, c'est plus possible qu'être en responsabilité, ça puisse se traduire par finir devant les tribunaux. On l'a vu avec le pauvre manager de proximité de la SNCF de Brétigny, qui aujourd'hui est le seul à être poursuivi pour l'accident ferroviaire de Brétigny. La SNCF n'est pas poursuivie. Donc il y a des responsabilités pénales. Par contre, il n'y a pas de possibilité de faire autrement. Et il n'y a pas de possibilité de lancer des alertes sérieuses adossées à la responsabilité professionnelle. Donc nous, on pense que justement, pour porter cette réponse environnementale, ce qu'il faut, c'est adosser la responsabilité professionnelle à l'intérêt général. Et pour finir, ce matin, on a travaillé sur la notion d'économie circulaire, justement pour bien la distinguer de l'économie linéaire, ou ce qui se part sous les habits de l'économie circulaire et qui est en fait l'économie du recyclage. On l'a vu avec le débat intéressant sur quand on a voulu parler de supprimer les bouteilles en plastique. En fait, là, on a vu que cette économie soi-disant circulaire, elle n'était pas si circulaire que ça, parce qu'il y a plein d'acteurs qui se sont levés en disant « mais s'il n'y a plus de bouteilles en plastique, nous, on perd notre objet parce qu'on les recycle ». Donc on a besoin qu'il y ait du matériel polluant. Donc on voit bien la contradiction d'être seulement dans une économie du recyclage. Donc l'économie circulaire, qui est la réponse centrale que la CGT porte sur comment est-ce qu'on transforme l'industrie et comment on transforme l'outil productif, elle nécessite de repenser l'ensemble de la finalité de l'organisation de la production et d'avoir ce qu'on appelle une éco-conception des produits. Ça, comment on le fait ? À partir du travail, on ne peut pas faire autrement. Donc ça nécessite bien sûr un énorme effort de formation initiale et continue, notamment des cadres, des ingénieurs et des professions intermédiaires. Et ça nécessite après, derrière, une capacité d'innovation, de contribution pour repenser le travail de l'extérieur. Donc en conclusion, plus possible que cette question environnementale, elle soit pensée comme une dimension extérieure à l'entreprise et extérieure au travail, parce que sinon on s'enferme dans le greenwashing. Je vois opiner. On a parlé de RSE. Là, j'en profite, j'ai déjà eu une première question de la salle, mais vous pouvez aussi en poser via les réseaux sociaux. Là, il y a une question sur quid des RSE en poste dans les entreprises. Est-ce que c'est un supplément d'âme ou un alibi ? Comment vous voyez ça ? Ça dépend beaucoup des entreprises, mais le constat général qu'on fait, c'est qu'effectivement, il y a cette forme de schizophrénie et cette forme de
direction RSE qui se retrouvent complètement coincés parce que soit ils sont uniquement dans de la communication, soit justement ils sont plutôt uniquement dans de la communication et pas capables de faire respecter et de toucher à la stratégie de l'entreprise. Donc certaines entreprises s'engagent vraiment, je ne suis pas là pour citer, mais d'autres, en tout cas pour une bonne partie des entreprises, il y a vraiment cette question-là qui est posée de la RSE comme outil pour faire du greenwashing. Vraiment. Bon, de toute façon, je pense que ce sujet-là sera une sorte de fil rouge aussi de nos échanges, et on ira même jusqu'aux entreprises à mission. Mais je voulais passer à vous, Alain Petitjean, justement, puisqu'on parle d'entreprise, allons-y, soulevons le capot avec vous. Alors la question qu'on vous pose, c'est comment on évalue et comment on limite l'impact environnemental de toute la chaîne de production. Moi, dimanche, on a fait un débat, Philippe Martinez, Geoffroy Roux de Bézieux, donc président du MEDEF et secrétaire général de la CGT, et pour nous expliquer comment prendre en compte les données environnementales. Le patron du MEDEF nous expliquait qu'il était pour une taxe carbone aux frontières européennes, en disant que ça serait de toute façon très très compliqué, parce qu'autant pour un cimentier, on pourrait le faire peut-être, vu que la production est assez simple, mais de toute façon, si on y intègre les coûts environnementaux là-dedans, ça sera trop cher et personne ne voudra de ce ciment-là. En revanche, il disait, pour des produits comme le téléphone, avec un composant qui arrive de Shenzhen, l'autre de Taïwan, etc., là, ça allait être très, très, très compliqué. Donc, on comprenait bien, à travers son argument, que pas grand-chose n'était possible. Est-ce qu'on y arrive quand même dans les entreprises que vous visitez ? Oui, bonjour. Donc, je suis content d'intervenir sur ce sujet. C'est vrai que CECAFI intervient pour le compte des représentants du personnel dans les entreprises, et non pas pour le compte des directions. Et on essaye effectivement d'analyser la marche de l'entreprise, historiquement, surtout sous l'angle de l'emploi. C'est-à-dire quantité d'emploi, bien sûr, défense de l'emploi, et puis qualité de l'emploi, et même d'ailleurs santé, sécurité au travail, etc. Alors, dans le cadre de cette prise en compte, le législateur ne nous a pas mandaté sur les questions environnementales, mais on s'y intéressait quand même assez tôt. Depuis plus de 12 ans, je crois, on fait un observatoire des rapports RSE des entreprises pour, justement, comme tu le disais, Sophie, dépasser le greenwashing. Il y a un peu plus de 10 ans, un peu moins de 10 ans, pardon, on a fait une grosse étude sur les emplois verts pour le compte du ministère de l'Environnement, parce qu'on oublie toujours que la transition vers une économie durable, c'est aussi de la création d'emplois. Mais par contre, chaque fois qu'on voulait aborder la question dans les comités de groupe, dans les CSE, on sentait une gêne, tout de même, il faut le dire, des représentants du personnel, par peur que la transition environnementale soit d'abord destructrice d'emplois. Et donc, nous, on s'est dit deux choses que je vais vous développer. La première, il faut qu'on précise un peu mieux notre doctrine, que ce ne soit pas simplement ce qui est vert et beau, mais il faut qu'on pense un petit peu plus le capitalisme, la manière dont une transition vers l'entreprise pérenne, l'entreprise durable, peut se faire. Et deuxièmement, il faut qu'on arme, entre guillemets, les représentants du personnel avec un outil qu'on développe avec l'UGICT, un outil d'audit, diagnostic et recommandation sur la transformation durable des entreprises. Alors, comment est-ce qu'on analyse la problématique du capitalisme sous l'angle de l'emploi ? Vous verrez qu'elle n'est pas très, très différente de la problématique du capitalisme sous l'angle du développement durable. Le capitalisme, historiquement, moi je le résume à 3 grands principes. Le premier, c'est un principe de surexploitation. Il s'applique aux ressources naturelles, surexploitation des ressources naturelles nécessaires à la production. Il s'applique aux ressources humaines, sous le nom de productivité ou sous le nom de productivisme, avec de fait des phénomènes d'exploitation, voire de surexploitation de la ressource humaine. Le deuxième grand principe du capitalisme, c'est la négligence. Négliger toute la partie naturelle qui ne sert pas à la production. Et quand on dit négliger, ça peut aller jusqu'à lui nuire, bien évidemment. Et sur le plan des ressources humaines, négliger la part des salariés potentiels, enfin des travailleurs potentiels, à qui on ne donne pas d'emploi et dont, entre guillemets, on organise le chômage.
Je rappelle qu'avant la crise, il y avait en France, en statistique INSEE, 8,2% de demandeurs d'emploi, 1,4% de postes vacants. Vous savez tous faire 8,4 moins 8,2 moins 1,4, 6,8% de chômage structurel en France. C'est-à-dire que si tous les emplois vacants étaient pourvus, bien sûr c'était une analyse pré-Covid, eh ben, il resterait quand même 6,8% de chômage. Et ce n'est que l'exemple de la France, mais on pourrait le faire à l'infini, et dans certains pays, c'est plus de 25, c'est plus de 40% de salariés potentiels qui n'ont pas de travail ou qui ont un travail dit informel. Et le troisième grand principe, c'est la destruction créatrice, c'est-à-dire que le capitalisme, il fonctionne avec des pans entiers de la production qui vont décliner et qui vont aller au tapis, entre guillemets, pour que d'autres pans de la production naissent et se développent. Et bien évidemment, la destruction créatrice ne fait pas de mal au capitalisme, aux salariés, elle peut par contre en faire beaucoup, il suffit qu'il soit du mauvais côté, c'est-à-dire qu'il soit dans un secteur qui est, j'allais dire, progressivement voué à la destruction créatrice. Alors quand on applique ça à l'environnement, on se dit qu'effectivement, si on laisse le capitalisme traiter cette question, il va le faire sous l'angle de la destruction créatrice. C'est-à-dire qu'il va laisser tomber complètement certains secteurs parce que trop polluants, parce que pas adaptés au développement durable, et puis il va développer d'autres secteurs. Il n'a jamais dit qu'il les développerait dans le même lieu géographique, il n'a jamais dit qu'il les développerait avec les mêmes compétences, donc fondamentalement, il n'a jamais dit qu'il les développerait avec les mêmes salariés. Donc si on laisse faire la situation, si les salariés ne se saisissent pas de la question, n'interviennent pas dans la gestion, comme on le disait, et comme j'espère on continue à le dire, j'ai fait partie des étudiants qui ont demandé l'abonnement à éco-politique, à économie et politique, il y a un peu plus de 40 ans, dans ma bibliothèque d'une autre grande école que celle que tu as citée. Donc en tout état de cause, donc après avoir compris essayer de comprendre ce modèle-là, on s'est dit une vraie transition vers l'entreprise durable, elle doit se faire en respect de la production et des travailleurs actuels et en préparation de production et de compétences futures. Donc, simplement, nous, ce qu'on demande, c'est que dans les entreprises, il y ait deux plans d'investissement. Le plan d'investissement qui continue à améliorer l'efficacité des productions existantes et le plan d'investissement qui prépare d'autres procédés moins polluants, d'autres procédés qui consomment moins de matière ou rejettent moins d'effluents, par exemple. Deuxième chose, qui est deux politiques de R&D, de recherche et développement, l'une pour continuer à améliorer les productions existantes, on en a besoin, et l'autre pour inventer les produits de demain. Et puis troisièmement, qui est deux stratégies de gestion des compétences, et donc de formation, de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, l'entretien, j'allais dire, et l'amélioration de l'emploi existant, et la préparation des emplois de demain. Si on obtenait, dans un monde vertueux, qu'il y ait cette espèce de dédoublement et que l'entreprise investisse bien sur les deux horizons, je pense qu'effectivement, on pourrait accepter les reculs en bon ordre, là où il faut reculer. Il y a bien des produits qui seront substitués, mais au moins ils seront substitués par des produits développés dans l'entreprise et non pas importés d'un pays qui accepte mieux la pollution, par exemple. Si on accepte cette grille, au cœur de cette grille, et là je vais passer à l'outil maintenant, au cœur de cet outil, il faut qu'il y ait une intervention des salariés et de leurs représentants. Pourquoi ? Parce que c'est au plus près de la production, au plus près de l'organisation du travail, qu'on peut observer ce qui est économisable, quand il s'agit d'économiser une ressource, ce qu'on pourrait faire différemment, ce qu'il serait, y compris, souhaitable de faire. Parce que, je le répète, aller à la chasse, entre guillemets, au futur marché et aux futurs produits, c'est aussi important qu'améliorer la production existante en termes d'empreinte écologique. Alors, qu'est-ce qu'on propose ? Et le travail continue, c'est pour ça que je ne peux pas vous projeter un beau questionnaire, un bel outil. On le travaille avec l'UGIC, on avait encore lundi, avec Sophie et quelques autres, une réunion de travail sur le sujet. On propose une démarche en 3 temps. Le premier temps, c'est un diagnostic qui identifie et hiérarchise les enjeux de développement durable dans l'entreprise. Ces enjeux sont fondamentalement différents d'une entreprise à l'autre, et même au sein d'une même entreprise. Je vais prendre un exemple simple.
Si vous êtes la Compagnie des Alpes, vous avez 2 activités, les stations de ski et les parcs d'attractions type Futuroscope, Parc Astérix et Musée Grévin, par exemple. La gestion de l'eau dans le Futuroscope, le Musée Grévin et le Parc Astérix, c'est un enjeu mineur. La gestion de l'eau dans les stations de ski, comme c'est la matière première des canons à neige, c'est un élément essentiel. Donc il faut effectivement, pour chaque entreprise et même presque pour chaque activité, il faut repérer ce qui est important. Sinon, on est dans le greenwashing et on décide que les gobelets plastiques sont importants. Je pense qu'ils le sont globalement, mais enfin, fondamentalement, mon entreprise a ses mugs en porcelaine. On fait travailler Limoges en espérant que ça vienne de Limoges. Je ne suis pas sûr que ça vienne de Limoges. Bref, en tout état de cause, le premier point, bien hiérarchiser les enjeux, bien se concentrer sur quelques enjeux, parce que le meilleur moyen de ne pas atteindre un objectif, c'est de se perdre dans l'accessoire, c'est de se donner 17 objectifs au lieu de 2. Là, au moins, on est sûr qu'ensuite, on a une bonne excuse pour ne pas avoir atteint ces objectifs. Donc, quels sont les enjeux de telle activité, de telle entreprise, et ça sur l'ensemble de sa chaîne de production. Et ça renvoie à la question que tu disais. Pour mesurer l'empreinte environnementale d'une entreprise, il faut mesurer l'ensemble de la chaîne de production, y compris la partie externalisée. Sinon, vous faites comme Uber, qui dit « moi, je ne pollue pas ». Bah oui, je ne suis pas propriétaire du véhicule. Jusqu'à preuve du contraire, un véhicule particulier, qui soit conduit par un chauffeur Uber, par un taxi ou par vous-même, il est potentiellement polluant. Donc, mais appliqué à la production, c'est bien pire. Comme le disait Sophie, une bonne partie de la chaîne de production externalisée de l'entreprise, c'est-à-dire qui pour elle, comptablement, c'est achat de sous-traitance, achat de matières premières, achat de produits semi-finis, elle est externalisée, elle est mondialisée. Elle est souvent externalisée très loin. De ce point de vue, d'ailleurs, le meilleur impôt écologique, il faut être clair, ça serait un impôt au kilomètre. Mesurer le kilomètre de la chaîne logistique et puis taxer le kilomètre. Ça serait extrêmement radical en termes de relocalisation. Mais bon, il y a la taxe carbone, je reconnais, mais peut-être aussi efficace que la taxe carbone, il y aurait la taxe kilométrique qui serait un élément relativement intéressant. Donc, première étape de cet outil, un questionnaire pour identifier et surtout hiérarchiser les enjeux environnementaux et de développement durable de toute l'entreprise, y compris ses achats. Y compris, comme tu le disais également, Sophie, la finalité du produit. C'est clair qu'il y a un certain nombre de produits dont l'usage lui-même est polluant. Faut-il continuer à les proposer ou faut-il inventer des produits dont l'usage serait moins polluant? Deuxième temps de l'outil, lister les champs d'action possibles pour l'entreprise. Nous, on pense que ça ne sert à rien de demander à l'entreprise d'être plus vertueuse que tout son environnement. Il faut qu'elle dise qu'est-ce qu'elle peut améliorer, qu'on lui laisse le temps de l'améliorer. Il n'y a rien de pire que l'impatience, ou alors il faut être radicalement décroissant. Ça, c'est une autre option. Vous avez vu que dans notre doctrine, nous, on ne se place pas dans cette logique-là. Et je l'ai dit pourquoi. On veut une transition qui inclut l'emploi, qui embarque l'emploi. Si on commence à se projeter dans une radicalité décroissante, je comprends intellectuellement, je ne veux pas jeter de l'opprobre sur ceux qui portent ce courant de pensée-là, mais ce n'est pas le nôtre. Voilà, chacun a droit à son option, à son courant de pensée. Donc, lister les champs d'action, mais lister les champs d'action larges et beaucoup plus larges que ce qu'on voit dans les rapports RSE. Pour moi, le champ d'action, ça commence, quels sont les produits de l'entreprise? Quelle production l'entreprise développe-t-elle? Est-ce qu'elle développe des produits qui contribuent à une moindre empreinte environnementale, une meilleure préservation du présent et de l'avenir? Quels sont les positionnements marketing, les développements de produits, mais également les investissements productifs, les développements de procédés? Il y a des procédés moins polluants que d'autres. Il faut commencer à les développer en pariant qu'ils seront un jour rentables pour l'ensemble de l'économie et de la société. Donc, politique d'investissement, politique de recherche et développement, localisation des productions et des approvisionnements, c'est un élément très important. Partenariat de type économie circulaire ou d'autres types, partenariat pour tirer le meilleur parti des ressources locales et j'ajouterais y compris des ressources humaines locales, politique de formation, engagement dans de nouvelles formes d'activités économiques et sociales. Bref, il y a, selon les entreprises, forcément, il y aura des actions
plus fortes ou prioritaires par rapport à d'autres. Je vais prendre un exemple, je vais reprendre mon exemple des stations de ski. Il y a bien évidemment il y aura tout un levier de politique visant à consommer moins d'eau, consommer moins d'électricité, consommer moins de gaz, produire moins de déchets. Mais il peut y avoir d'autres éléments, développement d'autres formes de tourisme. Cet été où on a tous été, entre guillemets, ou presque, confinés en France, bon, on a vu qu'il y avait une possibilité de développement d'un tourisme estival plus important que ce qui se pratiquait spontanément. Donc il y a, même pour une station de ski, il y a des possibilités de développement marketing, de positionnement et d'offres produits. Donc, je disais, le premier temps, le diagnostic des enjeux, le deuxième temps, la liste des champs d'action, et donc le troisième temps, assez logiquement, c'est une discussion avec la direction et le conseil d'administration, donc y compris les actionnaires de l'entreprise, sur c'est quoi la trajectoire, la stratégie plus exactement, c'est quoi la stratégie de transition. Et dans cette stratégie, c'est quoi l'équilibre entre préserver l'activité actuelle tout en la faisant évoluer progressivement, préparer l'activité de demain pour résolument un jour basculer dans cette activité de demain et s'entendre sur des indicateurs. Les indicateurs actuellement tels qu'ils sont utilisés par l'entreprise, ils renvoient surtout à un œil externe d'agences de notation, de référentiels, qui, il est vrai, sont de plus en plus puissants. Hein. Nous, on n'est pas contre ces éléments-là, ils sont utiles. Hein. Quand on voit qu'une obligation verte, donc émise par une entreprise, elle est rémunérée 25% de moins qu'une obligation normale, on se dit que l'entreprise vertueuse, en ce moment, elle est primée par les marchés financiers, à hauteur de 25% de ses frais financiers. C'est intéressant quand même, ça peut être un levier. Donc on ne va pas cracher dessus, on ne va pas cracher non plus sur les labels. Ils sont critiquables, certains ne vont pas assez loin, mais on voit bien par exemple que l'agriculture sous label, sous ce qu'on appelle les IGP, elle est plus vertueuse que l'agriculture industrielle. Donc on voit bien que les labels aident aussi, et puis ils aident aussi à orienter la consommation, puisqu'après tout, si les entreprises qui s'occupent de production vont vers le marché et que les consommateurs leur disent « mais c'est trop cher et ça ne m'intéresse pas », ou « je ne vois pas l'intérêt d'acheter votre nouveau produit », les entreprises ne vont pas atteindre leur objectif. Donc il faut qu'il y ait une dimension marketing. Les labels ont leur place. Mais ils ne seront pas l'ensemble de la solution. L'ensemble de la solution, c'est que dans l'entreprise, au quotidien et de manière partagée par les salariés et leurs représentants, il y a un certain nombre de priorités, un certain nombre de plans d'action et de suivi, d'indicateurs à suivre, et on ne peut pas les donner de l'extérieur de l'entreprise. Il faut vraiment que ça vienne de l'entreprise et que tout le monde s'engage pour ça. Ça peut être franchement motivant. Et ça peut surtout préparer un avenir dans lequel les salariés actuels ne se diraient pas « quand est-ce qu'on coupe ma branche ?» Ce qui est quand même le risque sur lequel j'ouvrais mon analyse. Donc là, on voit bien le chemin est tout tracé. Mais j'ai deux questions. D'une part, combien de salariés sont venus taper à votre porte pour commencer ce cheminement? Et puis d'autre part, dans quel lieu, dans quel cadre de l'entreprise les salariés peuvent-ils poser ces questions? Dans quelles instances représentatives du personnel, sachant qu'elles se sont amoindries avec les ordonnances Macron? Alors, c'est deux bonnes questions. Merci. Je vais commencer par la fin. Le législateur n'a rien prévu en matière de saisine par les instances, quelles qu'elles soient, sur les questions environnementales et de développement durable. Il a beaucoup renforcé les obligations d'audit, les obligations de déclaration, notamment sous le quinquennat Hollande. Il y a eu plusieurs lois qui ont accru significativement l'obligation pour les entreprises d'avoir une stratégie, de la présenter, de la dérouler, de la mesurer. Mais il n'y a pas effectivement de droit autre que d'information pour les instances. Et par exemple, il n'y a pas de droit à expertise, pour prendre un exemple qu'effectivement les ordonnances Macron auraient pu tout à fait intégrer, mais vous avez bien compris que dans le et en même temps, voilà, dans le et en même temps, il n'y avait pas le en même temps intégré de nouvelles prérogatives pour les instances, il y avait surtout leur en retirer.
Le deuxième point, c'est que, donc, du coup, nous, lorsqu'on est intervenu, c'est toujours de manière quasi, entre guillemets, bénévole, c'est-à-dire qu'au sein d'une mission annuelle sur la santé économique, sociale et financière de l'entreprise, puisque c'est comme ça que depuis 1945, c'est un vieux marché de ce point de vue-là, il est issu du CNR, du Conseil national de la résistance, enfin du programme de 1945. Donc, nous, on s'appuie là-dessus et on dit, après tout, la dimension environnementale fait partie de la situation économique, sociale et financière, mais c'est nous qui le rajoutons. Et on n'est pas payé plus pour le rajouter. Bon, faut être clair. Quand on l'a fait, on l'avait présenté il y a 5 ans, on l'a proposé à 50 groupes. Il y en a 17 seulement qui avaient dit oui, ça nous intéresse. On avait été un peu déçus. On pensait plutôt qu'on dépasserait largement la moitié. Et il n'y en a que 3 qui nous ont dit oui, maintenant on veut que vous l'analysiez chaque année. Donc il y a quand même aussi un enjeu, tu m'en parlais d'ailleurs, Sophie, de formation, de sensibilisation des représentants du personnel. Mais il faut reconnaître que pour eux aussi, c'est un peu du bénévolat parce qu'on les sensibilise à quelque chose que le législateur n'a pas mis dans leurs prérogatives. Bon, je préférerais qu'à un moment donné, le pays s'engage un peu plus fortement. Ensuite, clairement, il y a une nouvelle génération qui est très sensibilisée à ces questions. On mène en ce moment une campagne de recrutement. On a reçu plusieurs CV et lettres de motivation qui sont motivés aussi par l'idée de transformation sociale, économique, environnementale des entreprises. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. On a chez nous, bien sûr, parmi les consultants, alors parfois un peu plus les jeunes générations que la mienne, mais on a quand même effectivement une montée, comme dans toute la société, d'une conscience sur ces enjeux, sur ces questions. On commence à voir des entreprises où la RSE bascule de la direction de la communication à la direction financière, par exemple. Donc, globalement, ça signifie quand même remonter dans la hiérarchie, entre guillemets, du COMEX, comme on dit souvent dans les entreprises. Donc, on n'est pas pessimiste, mais clairement, ça ira pas assez vite si les salariés s'en emparent pas. Et là où ils s'en emparent, il y a la question que tu induisais, du sens au travail, de la fierté de travailler dans telle ou telle entreprise, dans tel ou tel atelier, dans telle ou telle activité. Donc je pense qu'effectivement, c'est un levier de mobilisation, d'engagement. Moi, je préfère le mot engagement au mot mobilisation pour les salariés, et c'est un motif important pour eux. Je parlais de la qualité de leur travail. La qualité de leur travail, elle renvoie quand même au fait de se dire je travaille dans une activité qui prépare l'avenir de la planète, et non pas dans une activité qui y tourne le dos. Et c'est une question effectivement importante, je trouve. Il faut embarquer tout le monde dans une certaine fierté, quoi. Le travail, c'est quelque chose dont on doit être fier. Et on ne pourra pas durablement être fier d'un travail qui massacre la planète ou qui ne s'inscrit pas tout simplement dans les objectifs de décarbonation, de préservation du climat, de préservation de la biodiversité. Et ça, je pense que, du coup, et c'est ma conclusion, il ne faut pas que les salariés aient peur de cette démarche-là. Il faut qu'ils s'y investissent en bon ordre et qu'ils pèsent sur la manière dont elle est gérée. Alors à ce stade, on me fait signe qu'il y a déjà des questions posées à distance. En effet, il y a plusieurs questions qui sont posées, mais c'est principalement l'intervention de Nicolas Grave qui génère le plus de questions ou de remarques, notamment sur quelle intervention, qu'elle soit citoyenne ou des organisations syndicales, dans les écoles pour libérer le contenu pédagogique du formatage pro-business. Un peu dans le même domaine, quelques questions qui renvoient sur l'ouverture ou la capacité d'intervention des organisations syndicales de travailleurs dans les écoles ou dans les cursus de formation, et d'autres qui renvoient du coup le lien entre les organisations syndicales de travailleurs mais aussi les organisations syndicales étudiantes. Voilà, quel travail commun. Et enfin, sur cette question de formation un peu ramassée, une question demandait de définir un peu que voulait dire être bien formé sur les questions environnementales. Mais du coup, est-ce que être bien formé sur les questions environnementales, c'est pas aussi être bien formé sur les questions sociales, qui sont indissociables? Et ça renvoie aussi sur comment bien former l'ensemble des acteurs, citoyens, travailleurs, organisations syndicales, organisations patronales, sur les questions environnementales et sociales. Effectivement, donc pas mal de questions vous sont posées. Alors j'imagine que c'est aussi du fait
il faut prendre le temps de poser les questions aux interlocuteurs qui viennent de parler. Donc ce n'est pas un plébiscite, mais donc quel lien vous faites entre votre collectif et puis les organisations syndicales de travailleurs ou d'étudiants? On pourrait se dire que ce que vous avez lancé, ça aurait pu se lancer dans un syndicat étudiant. Pourquoi ça n'a pas été fait? On travaille d'une certaine manière avec certaines structures qui ne sont pas très loin de structures syndicales. On travaille notamment avec les 2 syndicats étudiants, la FAGE et l'UNEF, sur des projets en particulier. Ça fonctionne assez bien. En fait, il y a une coalition d'associations qui s'appelle la Coalition Jeunes, auquel on participe et sur laquelle on est capable de porter des projets au niveau national. Donc on a fait ce lien-là au niveau national pour tout le monde étudiant, le monde jeunesse de manière générale. Assez peu encore sur le côté des syndicats nationaux, même si on a eu quelques contacts à gauche, à droite. Voilà, je pense que ce lien est nécessaire. Enfin, tu le disais très bien sur des questions de... en fait, c'est vers là qu'on veut aller, mais on ne peut pas le faire sans les salariés. Et du coup, ça répond aussi à la question de est-ce qu'être bien formé, c'est pas aussi être bien formé sur les questions sociales? D'une certaine manière, c'est une évidence parce que si on sait dans quelle direction on veut aller, on comprend les problèmes face auxquels... on comprend les problèmes qui nous font face et on essaye d'aller dans la bonne direction, nécessairement, les questions qu'on se pose sont de l'ordre de qu'est-ce qu'on fait, quels sont les leviers. Et quand on se pose ces questions-là, on ne peut pas le faire sans le social. Donc nécessairement, il y a des questions liées à la formation sur les questions sociales qui est tout à fait d'actualité sur ces questions-là. En particulier, dans les établissements, il y a toute une partie de la formation qu'on appelle les SHS, les sciences humaines et sociales, qui sont totalement un levier pour essayer de mieux comprendre à la fois les questions environnementales et puis aussi la manière dont elles s'appliquent au monde et la manière dont on peut agir face à ça. Et il y avait une question sur mais qu'est-ce que ça veut dire être bien formé sur les questions environnementales? Est-ce que c'est juste avoir un tour d'horizon des enjeux climatiques et de biodiversité, ou alors est-ce que c'est dans les process de travail à mettre en place? On regarde ça aussi. Nous, on distingue 2 choses. Que je disais, il y a d'abord toute une dimension juste de culture générale, de pouvoir comprendre les problèmes et de pouvoir comprendre le débat public et de ne pas être perdu quand il y a des événements environnementaux, quand il y a des COP ou des choses comme ça, comprendre ce qui s'y passe. Donc ça fait partie de toute une partie qui est culture générale et qui potentiellement pourrait se transmettre à travers des conférences ou ce genre de choses. Et puis il y a toute une partie, demain on forme des gens qui vont avoir des métiers, qui vont avoir besoin de compétences. Et si on veut pouvoir transformer la société, en plus des compétences qu'on transmet déjà aujourd'hui, il y a plein de choses. Et typiquement, un ingénieur, il faut qu'il soit capable de justement réfléchir à l'économie circulaire, il faut qu'il soit capable de faire de l'éco-conception, ce genre de choses. De la même manière, un financier, il faut qu'il soit capable, dès sa sortie d'école, de faire de la finance verte. Donc il y a toute une réflexion à avoir au niveau des établissements sur quel est l'élève que je veux sortir, quel est l'ingénieur, quel est le manager que je veux avoir en sortie de mon établissement. Et à partir de là, se poser les questions de quelles sont les compétences que je lui donne qui vont pouvoir lui permettre d'agir sur ces questions-là. Et donc tout ça, ça fait partie d'un ensemble qui serait quelqu'un qui soit plus ou moins bien formé sur ces questions-là. Alors, on vient de parler de finances vertes. Je remercie Denis Durand d'avoir été aussi patient et attentif au débat. Parlons gros sous maintenant, puisque l'entreprise a des comptes et ces comptes servent pour une grande partie à valoriser le capital mis par l'investisseur et
et à considérer la force de travail comme un coût et les richesses environnementales sur lesquelles se base l'activité comme rien du tout, puisque la nature peut les redonner, et c'est infini. Donc comment faire en sorte que les outils comptables des entreprises prennent en compte les enjeux dont nous parlons depuis le début? Ah oui, en effet. D'ailleurs, il me semble qu'un des points qui réunit tous les intervenants dans cette réunion, c'est précisément le sentiment que des choses importantes se passent dans l'entreprise, sur le lieu où on travaille, où on produit les richesses. Et en effet, donc, moi, j'ai envie de partir du slogan auquel j'adhère, changer le système, pas le climat. Et donc, on est affaire à un système. Et le système, il obéit à la logique que tu rappelais, c'est-à-dire... et d'ailleurs, sur ce plan-là, je trouve l'appel du collectif pour un rêve écologique excellent. Il y a un point où je dirais les choses un peu différemment, puisque vous dites à un moment donné, le système économique dans lequel nous vivons pousse à la croissance. Je ne dirais pas tout à fait ça. Je dirais qu'il pousse à l'accumulation des profits, à la rentabilité. Alors... l'objectif de l'entreprise capitaliste, c'est la rentabilité, pas vraiment la croissance. Alors évidemment, en général, souvent, le plus souvent, plus il y a de richesses créées, plus il y a de valeur créée, plus on peut prendre une partie de cette richesse pour faire des profits. Mais pas toujours. On voit aujourd'hui, quelquefois, c'est plus rentable de ne pas produire que de produire. On a des exemples assez nombreux par les temps qui courent. Le démontrent actuellement. Par exemple. Et plus généralement, si on fait un peu de recul historique, alors peut-être pas la génération de Nicolas Graff, mais on a encore en tête le souvenir ému des Trente Glorieuses, de l'époque où on avait à la fois une accumulation du capital très intense, très profitable, et beaucoup de croissance. Le problème, c'est que ça s'est arrêté, la prospérité, ça fait maintenant 40 ans qu'on est entré dans une autre période. Plus on accumule de capital, plus c'est difficile de le rentabiliser, ça c'est un peu logique, c'est les contradictions internes du système, et puis il y a des contradictions nouvelles. Et évidemment, la contradiction évidente, c'est la contradiction écologique. À force d'accumuler du capital matériel, on dépense de plus en plus de ressources naturelles et on a découvert qu'elles n'étaient pas inépuisables. Et puis, il y a peut-être plus profond, enfin tout aussi important, il y a le fait que travailler aujourd'hui, c'est, alors comme l'a dit un syndicaliste qui n'était pas de la CGT, mais on est passé de la civilisation de la peine à la civilisation de la panne. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est la capacité des travailleurs à avoir des initiatives, à avoir de la créativité. Le développement des capacités humaines devient beaucoup plus important pour la productivité que l'accumulation de moyens matériels de production. D'ailleurs, les moyens... aujourd'hui, industrialiser, c'est informatiser. J'emprunte cette formule à Michel Vol, le grand statisticien, mais je crois que c'est vrai. C'est-à-dire, on est dans une époque où on a besoin de travailleurs qui soient à la fois libre, qui ait du pouvoir, et pour pouvoir avoir de l'initiative. Et ça, c'est assez contradictoire avec toute une tradition économique qui a... bon. Et donc, c'est pour ça que le système dans lequel nous vivons s'est trouvé confronté à une situation où il fallait faire quelque chose. On ne pouvait plus vivre avec cette contradiction. Et ce qui s'est fait au tournant des années 70 et 80, c'est que délibérément, le choix a été fait de choisir la rentabilité contre toute autre considération. Et c'est le moment où, de façon délibérée, par des mesures de politique monétaire aux États-Unis d'abord, et puis dans le reste du monde ensuite, on a mis les marchés financiers au pouvoir. Et depuis cette époque-là, c'est vraiment le regard on n'a même plus besoin d'une décision, c'est des algorithmes qui décident que si telle ou telle entreprise s'écarte de la norme de la rentabilité financière, elle va être immédiatement l'objet d'une sanction. Et c'est l'époque où Milton Friedman, donc un des plus célèbres inspirateurs des politiques néolibérales, pas le pire de tous, mais sans doute le plus célèbre, oui, il y a de bien pire encore, mais qui a quand même déclaré à l'époque en disant « la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est de faire des profits ». Et ça, c'est la doctrine qui a inspiré tout le monde par la suite. Alors évidemment, et d'où le changement des normes comptables, qui intervient dans les années 90, dans la foulée de cette libéralisation générale de l'économie mondiale. Et
la comptabilité, elle existe, les techniques comptables sont strictement contemporaines au développement du capitalisme. On les invente au XIIIe siècle, les banquiers italiens, et puis on les perfectionne, mais toujours sur les mêmes principes. Et il y a eu un changement donc, au tournant du siècle, un peu avant, c'est que jusqu'à la fin du XXe siècle, en particulier en France, on avait un système comptable qui considérait l'entreprise d'abord comme un lieu où on crée des richesses, où on crée de la valeur. Et donc, on avait toute une présentation des comptes de l'entreprise dans laquelle un concept jouait un rôle très important qui était la valeur ajoutée, qui représentait en quelque sorte la quantité, ce qui est une image biaisée, déformée, adaptée à un certain usage, de la quantité de richesse créée par le travail des gens dans l'entreprise. Et ça change sous l'impulsion des financiers, de Wall Street, c'est le Wall Street Management, avec l'imposition pour les firmes multinationales des normes IFRS qui considèrent l'entreprise non plus comme un lieu où se produit un processus de production, où des gens se dépensent de l'énergie pour produire des choses, mais un lieu un portefeuille d'activités, d'actifs, qui doit rapporter la rentabilité maximale. Et donc, on s'intéresse aux résultats rapportés au capital apporté par les actionnaires ou rapportés au total des capitaux. Et dans les documents IFRS, on ne voit plus la valeur ajoutée. Alors, on peut la calculer, toutes les informations sont disponibles et les professionnels de la chose ne manquent pas de le faire, mais l'optique est différente. Alors, évidemment, tout ceci a eu des effets, et c'est ce que décrivait Alain Petitjean tout à l'heure. Plus que jamais, on traite les êtres humains comme un solde, destruction créatrice. Si ton travail ne m'intéresse plus, eh ben, va voir sur le marché du travail si tu es employable, ce n'est pas mon problème. Donc, évidemment, une situation comme ça et les dégâts sociaux qu'elle provoque, les dégâts écologiques qu'elle provoque, a provoqué des contestations. Et donc, il y a une contestation qui est aujourd'hui probablement dominante dans l'état du débat public, c'est la théorie des parties prenantes, qui a été présentée comme une sorte d'alternative à la théorie de Milton Friedman, dans laquelle on dit mais il n'y a pas que les actionnaires, il n'y a pas que la rentabilité financière, il n'y a pas que le capital financier, il y a aussi le capital humain, le capital naturel, et il faut pouvoir concilier les trois. Alors ça, c'est la philosophie de tout un tas de travaux qui ont été menés, y compris en France, et qui ont en particulier nourri la préparation de la loi Pacte qui a été votée en 2018, avec le rapport Notat-Sénard, mais avec en tête Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui, au même moment, déclare devant un certain public « L'entreprise ne se limite pas à la recherche du profit, mais elle a aussi un rôle social et environnemental ». Et en même temps, bien sûr, il dit à une assemblée de financiers, mais au cœur de la loi Pacte, il y a une intuition centrale, nos entreprises ont besoin de développer leurs fonds propres. Et qui dit fonds propres dit recherche de rentabilité, parce qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Si je veux des fonds propres, soit il faut que je distribue des dividendes, soit il faut que je fasse monter le cours de mon action. Et donc que je fasse baisser le coût du travail. Et c'est le secret fondamental des politiques de gestion d'entreprise, c'est qu'on l'a aujourd'hui. Donc alors ça se développe jusque dans des façons de présenter les choses où on dit on va, par exemple, faire une sorte de synthèse entre la valorisation du capital financier, la valorisation du capital humain et la valorisation du capital naturel. Et donc, par exemple, si on est très mauvais sur le plan écologique, mais si on est très très efficace sur le plan financier, ça va. Donc, c'était les conclusions du rapport Stiglitz qui ont servi de base un petit peu au Grenelle de l'environnement. Donc, il y a des théories plus critiques sur lesquelles je ne reviens pas, mais qui restent. C'est très difficile, en réalité, de développer une alternative, une critique des politiques néolibérales qui ne laisse pas une place au capital financier. Mais le problème du capital financier, comme disait, il y a un personnage dans un film de Godard, sauf qu'il peut la vie, mais le capital, il ne partage pas, il veut tout. Si tu lui proposes la moitié, lui demande, il va tout te prendre. Donc c'est très difficile de faire des compromis avec le capital, parce qu'il y a quelque chose de profondément conflictuel dans ce système. D'où on essaie d'aller un petit peu plus loin. Et donc il y a des alternatives, des propositions qui consistent à dire, mais après tout, le profit, c'est une partie de la valeur ajoutée. Ce qu'on veut faire croître éventuellement, c'est la valeur ajoutée, pas le profit. Donc prenons la valeur ajoutée comme critère de gestion. Mais là, on se heurte immédiatement à une critique qui est très actuelle,
on sait que le total de toutes les valeurs ajoutées dans une économie, c'est le produit intérieur brut. Et on sait, tout le monde a entendu dire que le produit intérieur brut, c'est un problème parce que ça ne prend pas en compte la pollution, ça ne prend pas en compte les inégalités, ça ne prend pas en compte plein de choses. Donc, moi, je suis un défenseur du PIB comme indicateur de quelque chose. Mais ça ne dit pas tout. Donc, il faut aller plus loin, à mon avis. Donc, l'idée d'avoir des critères un peu plus raffinés que ça, c'est-à-dire on va créer de la valeur ajoutée dans l'entreprise, mais en essayant d'être efficace, d'économiser sur ce qui doit être économisé. Et sur quoi est-ce qu'on doit économiser ? Peut-être sur les dépenses financières, certainement, et aussi sur les dépenses en ressources naturelles, en énergie, en matières premières. Donc on peut définir un critère, on a défini un critère, les travaux de Paul Boccara dans les années 70-80 ont défini un critère, maximiser la valeur ajoutée rapportée au capital matériel avancé et financier. Alors, on voit bien aujourd'hui, par exemple, en termes de travaux pratiques, le genre de travaux opérationnels qu'on pourrait faire sur l'application de l'économie circulaire à ce genre de raisonnement. Et puis, ça, c'est l'aspect écologique. Et puis, il y a l'aspect social, c'est que si c'est ça, on va essayer, si on veut économiser sur le capital financier et matériel, peut-être qu'il faut dépenser un peu plus pour former les gens, pour qu'ils puissent... pour compenser en quelque sorte en termes d'efficacité et au-delà ce qu'on perdrait en accumulant moins de capital matériel et financier. Et puis, on ne va pas s'en tenir là, on va vouloir que dans la valeur ajoutée qu'on va créer, la part la plus importante aille au salaire, aux cotisations sociales, au financement des services publics par l'impôt, et moins à la rémunération des actionnaires et des créanciers. Parce que dans la théorie des parties prenantes, on oublie toujours les créanciers, les banques, etc. Mais ce sont des partenaires très importants de l'entreprise, qui ont énormément de pouvoir. Et on ne s'arrête pas à l'intérieur de l'entreprise. On doit s'intéresser aussi à en effet sur le reste de son environnement économique. Par exemple, on peut calculer une valeur ajoutée disponible après avoir dépensé le moins possible pour les profits, mais non seulement pour les salariés de l'entreprise, mais pour la population tout autour, à travers les impôts, les cotisations sociales qu'on paye. Et là, ça nous ramène à la question du financement. Parce que si on veut faire une gestion alternative, il faut en avoir le pouvoir. Mais je crois avoir remarqué que dans le fameux débat avec Geoffroy Roux de Bézieux, à un moment donné, il dit « oui, mais bon, de toute façon, celui qui a l'argent, il décide ». Oui. Et donc, qui a l'argent ? Les banques, les marchés financiers. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire, et je pense que c'est plus facile de s'attaquer aux banques que de s'attaquer aux marchés financiers, on pourra y revenir. Mais par exemple, quel pourrait être un critère de gestion socialement et écologiquement responsable pour une banque ? Ça peut être effectivement économiser les gobelets en plastique, avoir des ordinateurs qui consomment moins d'électricité. Mais fondamentalement, ce qu'on demande à une banque, c'est que ses clients soient financés en fonction de ce qu'ils font eux. Et que les crédits aillent plutôt aux entreprises qui vont préserver l'emploi, avoir un effet positif sur l'environnement, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut exiger. Et je sais que votre association a interpellé BPI France, par exemple, mais je trouve que les réponses de BPI France, comme toujours, sont assez dilatoires, disons. Enfin bon, je ne vais pas me lancer sur BPI France, parce que mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc je pense, je pense personnellement qu'on peut s'émanciper de la domination des marchés financiers si on prend sérieusement au sérieux la responsabilité, en effet. Et si, par exemple, on prend au sérieux la responsabilité de tout cet argent qui est déversé. L'économie mondiale, en ce moment, elle tient parce que les banques centrales déversent des milliers de milliards d'argent sur les banques et sur les marchés. Et ça, les citoyens n'ont aucun pouvoir pour savoir quelle est l'utilisation de cet argent. Aucun. C'est les financiers qui en décident et c'est les banques et les entreprises, éventuellement, les directions d'entreprises qui décident ce qu'elles vont faire avec cet argent. Donc là, il y a quelque chose qui est, pour moi, un scandale démocratique. Il y a, je crois, 40 000 traders dans le monde, à peu près autant de dirigeants de banques centrales, de multinationales, pour 7 milliards d'habitants. Donc c'est une situation totalement antidémocratique. Donc bon, mais je pense que la prise de pouvoir, puisque n'hésitons pas à en parler, je pense que c'est très sain d'en poser la question, et je termine là-dessus, comme on le fait ici, c'est-à-dire à partir de l'entreprise, à partir du travail, du but du travail. À quoi sert l'entreprise ? Quel est le but de la production ? Quel est le but du travail qu'on me fait faire, ou que je vais faire faire à mes collègues si je suis en fonction d'encadrement ? Et à partir de cette question-là, je crois qu'on peut aller très loin. On peut faire effectivement émerger de façon très profonde l'exigence d'un changement de système, surtout si on veut éviter de changer de climat.
Vous nous avez tracé une sorte de futur désirable des normes comptables, même si je n'avais jamais pensé à coller désirable et normes comptables. La valeur monétaire du futur sera l'amour, a dit Apolline. Bon, ben voilà. Mais pour autant, dans l'actualité, résonnent des termes, on les a cités un peu là, finance verte, finance à impact, investissement à impact. Si j'ai beau vous entendre, je ne vois pas ce que vous dites derrière ces outils. Donc est-ce qu'on n'en est pas à une transformation des outils du capital pour continuer à faire ce qu'ils font depuis longtemps? Alors je pense qu'il faut voir que nous sommes dans un contexte de conflictualité élevé et qu'il y a un conflit entre des normes et des objectifs. Et je pense que ce conflit est fait pour durer. C'est-à-dire que la domination du critère de rentabilité, elle ne va pas disparaître du jour au lendemain. Ce que je crois, c'est que si on veut survivre, et en tout cas si on veut essayer de définir une alternative, il va y avoir la montée d'un conflit entre ces normes capitalistes et les normes que peuvent exprimer en particulier le mouvement syndical et les salariés. Alors on en a des exemples. Hein. Le mouvement syndical, la CGT, a une longue tradition dans ce domaine, est capable d'avancer des propositions alternatives à telle ou telle gestion capitaliste. Mais je pense qu'on a besoin de franchir une étape encore bien supérieure pour porter plus haut cette conflictualité. Et évidemment, la difficulté, c'est que ça peut ressembler à une tentative de conciliation, comme celle que j'ai critiquée tout à l'heure. Donc il faut être capable de voir la différence entre les deux, sans être, comment dirais-je, borné et sectaire. Hein. Évidemment, il y a quelque chose qui se cherche dans la société, à mon avis. Et il faut l'aider à émerger. Je vois Alain Petitjean voulait réagir. Oui, sur les outils financiers, ils commencent à devenir efficaces. Ils ne sont pas encore assez puissants. Je vais prendre un exemple. La Caisse des dépôts et consignations, donc 1 milliard, 2 milliards, 1000 milliards de total de bilan, l'un des plus gros gestionnaires d'actifs en France et en Europe, a défini des exclusions. Plus d'argent pour l'économie du charbon, plus d'argent pour les armes, plus d'argent pour le tabac. Mais ils n'ont pas encore, par exemple, élargi ça, ils n'ont pas encore défini leur position sur le pétrole. Ils ont une trajectoire de décarbonation qu'ils ont remontée, c'est-à-dire qui était au départ en 2050, qu'ils ont remonté à 2030. Mais fondamentalement, on voit bien que si cette finance élargissait ces exclusions ou réduisait les horizons d'objectifs, les entreprises seraient obligées, pour bien se financer, de bouger plus vite. Ceci dit, je disais tout à l'heure que je n'étais pas foncièrement pessimiste, ils ont été les premiers à émettre ce qu'on appelle une green bonds, c'est le mot anglais, c'est une obligation verte, et vous définissez des actifs, vous vérifiez que ces actifs, par exemple, si dans la Green Bond, vous mettez l'action LVMH, vous allez tous les ans vérifier qu'LVMH a diminué son empreinte environnementale ou son empreinte carbone ou ce genre de choses. Sinon, à la fin, vous payez des pénalités et vous payez votre argent plus cher. Ils l'ont fait pour la première fois en 2018, je crois. Là, ils en ont fait une moins avantageuse sur le plan financier et ils ont eu 6 fois plus de souscripteurs qu'il y a 2 ans. Donc, l'étape suivante, ça sera d'augmenter les volumes souscrits. Et à terme, vous paierez peut-être votre argent, quand vous êtes un emprunteur, vous paierez peut-être 1% de plus. Si vous n'êtes pas green, entre guillemets, je précise qu'il y a aussi des social bonds, c'est-à-dire des obligations à impact social. Mais là, ils en ont fait une seule fois, c'était pour le logement social.
Et j'attends toujours la deuxième. Mais en tout état de cause, sur la finance verte, on sent une montée en puissance. On est encore très très loin d'un impact fort dans les bilans. Voilà. Est-ce que le mouvement si le mouvement s'accélère, je pense qu'à terme, franchement, ça sera difficile de financer un immeuble qui n'est pas HQE, donc basse consommation, haute qualité environnementale. C'est devenu presque impossible maintenant d'en construire un. Bon, peut-être qu'à terme, une foncière type Unibail Rodamco, là, qui va lever 9 milliards parce qu'ils sont parmi les principales victimes du Covid, avec l'effondrement de la fréquentation des centres commerciaux, forcément, ils ne peuvent pas passer leur hausse de loyer. Et bien, typiquement, peut-être que non seulement on va leur demander que les nouveaux centres commerciaux soient plus verts, on va peut-être surtout demander de verdir le parc existant. Et là, il y aura un effet vertueux tout à fait intéressant. Donc, avec les outils existants, il faudrait simplement qu'on élargisse leur champ et que régulièrement, on donne un petit tour de vis pour que la finance aide les entreprises, incite les entreprises à bouger. Ça ne suffira pas. C'est pour ça que je dis qu'il faut une intervention des salariés sur ces questions-là pour que le désir de changement vienne, si possible, de l'entreprise elle-même et qu'elle soit reliée au travail et à l'activité de production quotidienne, j'allais dire. Pas seulement par une contrainte externe, ça sera trop lent, trop long, mal compris, ça ira moins loin, moins vite. Voilà. Mais ne jetons pas non plus ces outils-là, ils ont leur utilité, comme les labels, je le disais, ils ont les outils de pression externe sur l'entreprise sont intéressants, mais il faut une appropriation interne. Moi, je ne crois pas qu'on change durablement sous la pression externe. Ou alors, on le fait en trichant avec de l'hypocrisie. C'est quand même beaucoup mieux si on le fait par l'interne. Sophie Binet ? Oui, moi je voulais revenir sur... ce matin, on a entendu Hervé Le Treut et l'interpellation des scientifiques sur l'urgence de l'enjeu environnemental. Et il nous disait, de façon très saisissante, je trouve, le champ des possibles se réduit, il faut faire des choix. Faire des choix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, cette contradiction entre le social et l'environnemental, elle peut s'exacerber. Et il nous disait là-dessus, et je trouve que c'est aussi très intéressant, là-dessus, ce n'est pas les scientifiques qui peuvent répondre, c'est vous, c'est nous, c'est le débat démocratique. Et donc la première question que je pense qu'il faut qu'on travaille collectivement, c'est cette question des contradictions entre le social et l'environnemental, comment on règle. Et la deuxième question, c'est ce que Denis abordait tout à l'heure, sur c'est quoi le chemin pour y arriver. Parce que, pareil, Hervé Le Treut le disait ce matin, attention à ne pas, avec justement cette notion de l'urgence environnementale, cette prise de conscience qui fait très peur quand on écoute un scientifique plus de 5 minutes, c'est très inquiétant parce qu'on sort de la caverne, en fait, c'est un peu ça qui arrive, on sort du monde des ombres et on voit enfin la réalité. Mais attention à ce que cette prise de conscience de la réalité ne soit pas impuissante, qu'elle ne nous impuissante pas devant la montagne et devant la montagne à gravir. Et donc la question que pose Denis sur c'est quoi le chemin pour gravir la montagne et c'est quoi la différence entre la conciliation et des compromis qui viseraient à aménager le système à la marge et des étapes dans l'escalade de cette montagne, je pense que c'est la question qui nous est posée. On ne peut pas juste dire est-ce qu'il faut rompre ou pas avec le capitalisme. Enfin ça, moi je veux bien en débattre, mais je pense que c'est pas ça la question. La question c'est comment on y arrive, c'est quoi le chemin. Nous, comme syndicalistes, on sait que cette question, elle ne se pose jamais de façon binaire et que l'enjeu, c'est toujours de jouer sur les contradictions du système. Et la différence entre la conciliation ou le compromis et un chemin de transformation, c'est que pour nous, ça n'est que des étapes, on ne s'arrête pas là, et ça n'est pas marginal. Je pense que c'est aussi la notion de la marginalité. Par exemple, l'économie sociale et solidaire, ça représente une alternative possible extrêmement intéressante. Pour l'instant, ça reste relativement marginal, 10% du PIB, qui ne dérange pas le capitalisme. C'est dès lors qu'on ferait grossir le modèle qu'on pourrait reprendre du marché face au capital. Donc la question, c'est comment on traite cette contradiction entre social et environnemental qui va se tendre. Plus on va tarder, plus ça va se tendre, plus ça va être violent. Et donc il faut qu'on s'en empare et qu'on trouve les réponses. Nous, notre réponse à la CGT, c'est de dire la centralité du travail. La centralité du travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour éviter le processus de destruction créatrice
qui peut être extrêmement violent et qui est la voie choisie par le capital. Nous, notre postulat, c'est la sécurité sociale professionnelle. Pour penser les transitions dans les secteurs industriels, la première des choses qu'il faut dire, la première des choses qu'il faut mettre en place, c'est la sécurisation de l'emploi et de la qualification de l'ensemble des salariés du secteur pour leur garantir une formation, un nouvel emploi, une reconnaissance de leur qualification et une transformation de leur outil productif. Et ça, c'est tout sauf le revenu de base. On n'en a pas débattu dans cette salle, mais je préfère le dire parce que c'est quelque chose qui monte aussi dans la société. Pourquoi est-ce que c'est complètement différent ? Parce que c'est adossé au travail. On l'a vu pendant le confinement. Nous, à la CGT, on a eu une position parfois vécue comme extrême par certains salariés parce qu'on a dit c'est la sécurité avant tout et la santé avant tout. Et donc, il y a des fois, il faut savoir arrêter l'outil de production, arrêter le travail. Et bien, contre toute attente, peut-être, il y a un certain nombre de salariés qui nous l'ont très vite reproché. Et au bout de quelques jours, qui sont venus nous supplier en nous disant « je veux recommencer à travailler ». Et contre toute attente, c'est-à-dire j'entends souvent, quand je dis ça, la centralité du travail, moi ce qu'on me répond c'est « oui, mais il faut arrêter avec cette utopie du travail émancipateur, etc. » Je leur dis « regardez, nous, celles et ceux qui ont le plus demandé à revenir au travail, ce n'étaient pas les cadres, c'était d'abord les ouvriers employés. Donc ceux dont, a priori, le travail est le moins épanouissant et le plus standardisé. Pourquoi ? Parce que le travail, c'est la fierté, la dignité et aussi le lien social. Et d'abord, d'ailleurs, le lien social. Donc, centralité du travail pour ça. Aussi parce que le travail, ça confère des droits et pas de l'assistance, et pas de l'assistanat. Et c'est ça qui fait la différence entre un salaire et un revenu de base qui serait forcément tiré vers le bas. Et enfin, parce que des droits issus du travail, c'est des droits qui sont connectés à la création de la richesse et qui y sont ajustés. Et le problème d'un revenu de base, c'est qu'on déconnecte ce qui est reversé aux individus de la création de richesse. Donc, on les scotche au plancher et on tire tout le monde vers le bas. Donc, centralité du travail, sécurité sociale professionnelle, c'est aussi la centralité du travail quand il y a aujourd'hui le débat sur la 5G qui est tout à fait légitime parce qu'il y a besoin sur cette technologie d'un débat démocratique comme sur les autres technologies. Eh bien, commençons par interroger les salariés, les ingénieurs qui travaillent sur la 5G. Et nous, que nous disent les ingénieurs de Nokia, justement ceux qui sont en train d'être licenciés, les 1250 qui sont dans un PSE, ils nous disent « mais nous, on sait faire de la 5G beaucoup moins consommatrice d'énergie ». Donc peut-être, je ne dis pas que c'est ça la solution, mais en tout cas, c'est peut-être une solution qu'il faut débattre et mettre sur la table. Et puis enfin, centralité du travail, c'est la question du rapport de force avec le capital. C'est que du fait de ce contexte où il faut sortir de l'utopie de revenir aux années 60 avec une croissance à 5, 6, voire plus par an, à un moment, la question va se poser du partage des richesses sur est-ce qu'on partage la pénurie au sein du salariat, au sein du monde du travail, ou est-ce qu'on va reprendre et mettre fin à la déformation de la valeur qui a été mise en place dans les années 70-80. Et ça, c'est pour ça qu'on ne peut pas poser la question environnementale sans poser la question sociale et sans poser la question du rapport de force avec le capital. Si on ne le fait pas, c'est très dangereux. Ça veut dire qu'on s'enferme dans le partage de la pénurie et qu'on s'enferme dans la régression sociale. Donc c'est pour ça qu'on dit à la CGT que la question environnementale, elle est intimement liée avec la question sociale et que cette question, elle se traduit par, on a parlé démocratisation de l'entreprise, nouvelles normes de gestion. À l'UGICT, ça fait des années qu'on porte la revendication, la proposition d'un nouveau statut pour l'entreprise, de façon à avoir des nouveaux droits individuels et collectifs pour les salariés, des droits suspensifs pour les représentants du personnel, la parité dans les conseils d'administration, des droits d'information élargis, des droits de veto sur des stratégies environnementales qui soient dangereuses. Ce nouveau statut d'entreprise, c'est tout sauf l'embryon qui a été mis dans la loi Pacte et qui, encore une fois, un écran de fumée et une reprise de nos termes pour mieux les vider de leur contenu. Et je voulais finir par une chose. La dernière question qui est importante sur comment est-ce qu'on articule la question sociale et la question environnementale, c'est la question de l'articulation entre le progrès technologique et le progrès humain et le progrès environnemental. Aujourd'hui, on est dans un contexte où finalement toutes les nouvelles innovations technologiques, elles sont interrogées
interpellé. Enfin, la caricature de Macron de dire si on interroge la 5G, c'est qu'on revient chez les Amish, elle est scandaleuse parce que elle sait mal répondre à une bonne question. Aujourd'hui, on est légitime à dire à quoi servent ces progrès technologiques parce qu'ils sont déconnectés du progrès humain. Nous, à la CGT, on pense que le progrès technologique, il doit être mis au service du progrès humain. Et ça passe fondamentalement par la réduction du temps de travail. On sait qu'avec notamment la révolution numérique, on a une capacité à automatiser un certain nombre de postes de travail, notamment dans le secteur des services et du tertiaire. Si on le fait comme aujourd'hui, sans réduire collectivement le temps de travail, le progrès technologique sera vécu comme aujourd'hui, comme quelque chose qui s'oppose à la situation sociale des salariés, supprime de l'emploi, bascule dans le chômage, etc. Donc la réduction du temps de travail, elle est indispensable, notamment dans un objectif environnemental. Je rappellerai juste un chiffre. Les cadres travaillent en moyenne 44h30 par semaine. Donc, c'est pas vrai qu'en France, on est aux 35 heures. Les 35 heures, c'est la durée légale, c'est pas la durée effective. Et certainement pas pour les cadres. Comment peut-on avoir une vie familiale quand on travaille 44h30 par semaine? Comment peut-on avoir une vie citoyenne ou autre? Et puis, cette réduction du temps de travail, elle fait directement écho aux nouvelles aspirations qui sont nées du confinement. Chez les salariés, mais notamment chez les cadres et professions intermédiaires, cette question du sens du travail, elle revient encore plus fort qu'avant. Pourquoi? Parce que pendant le confinement, en fait, la question de l'utilité sociale, elle s'est beaucoup posée, elle est revenue sur le devant de la scène, et ça a permis aussi à chacune et chacun de mesurer l'utilité sociale ou la non-utilité sociale de son métier, avec tous les reculs liés à la standardisation des métiers, et le fait que beaucoup de salariés qualifiés en responsabilité se retrouvent avec des métiers vidés de leur sens par le Wall Street Management, la gouvernance par les nombres, des standardisations qui sont totalement contradictoires avec leur éthique professionnelle. Et donc, cette question du progrès technologique au service du progrès humain, elle doit se traduire par comment est-ce qu'on retrouve un travail réellement humain et réellement émancipateur. On a des machines qui peuvent faire le travail des humains, très bien, si ça permet justement de nous enlever toutes les tâches répétitives, toutes les tâches aliénantes et de centrer le travail sur la capacité d'innovation qui est indispensable aujourd'hui alors qu'il faut transformer tout le modèle. Donc on a besoin de beaucoup d'innovation et sur le lien social, le relationnel dont on a vu combien il était précieux pendant la crise. Donc la question qui est posée, il y a eu un mini-débat sur est-ce que... le problème, c'est que le système, fondamentalement, alimente la croissance ou pas. Nous, à l'UGICT, on n'est pas rentré dans le débat sur croissance ou décroissance. Ce qu'on dit, c'est le problème, c'est quel sens et quel contenu de la croissance. Le problème de la croissance aujourd'hui, c'est qu'on a une croissance spéculative, une croissance financière qui est complètement déconnectée du bien-être des populations. Et donc, c'est pour ça qu'on pense qu'il faut d'autres indicateurs de richesse que le PIB, des indicateurs qui prennent en compte le bien-être des populations et des indices de richesse qui soient basés justement sur le bien-être des populations. Et que là, le gouvernement nous a fait un magnifique plan de relance qui ressemble à un plan de retour à la case départ. La première chose qu'il faudrait faire dans un plan de relance, c'est investir dans l'économie des soins, dans l'économie des liens, dans un grand service public de la petite enfance, de la prise en charge des personnes âgées dépendantes, des personnes handicapées, le renforcement de notre système de santé. Tous ces éléments dont on a vu combien ils étaient déterminants pour nos sociétés et combien ils faisaient la différence d'ailleurs entre des pays développés et des pays en développement. Et c'est l'élément positif, on va dire, de la crise sanitaire, c'est que ça nous a permis, comme nous y appelait ce matin Hervé Le Treut, de distinguer les choses importantes des choses accessoires. On sait maintenant ce qui est important, donc on sait ce qui doit être au cœur de notre définition des richesses et ce sur quoi il faut investir pour avoir un avenir durable et collectif. Alors, je ne sais pas si un de nos intervenants veut rebondir, mais sinon, on a d'autres questions posées à l'extérieur. Oui, plusieurs questions. Je vais essayer de regrouper au moins en 3 thématiques. La première fait suite notamment aux interventions d'Alain Petitjean et de Sophie Binet sur la place et le rôle des instances représentatives du personnel et comment s'approprier ces questions. Et notamment, faut-il attendre que le législateur ajoute le « d'environnemental » aux acronymes de ces instances représentatives du personnel pour qu'elles se saisissent de ces questions? Et du coup, quelles autres thématiques peuvent servir de porte d'entrée pour, à partir d'une question sociale ou économique, aborder ces questions environnementales? Pas mal de questions aussi sur
l'appropriation des questions environnementales dans l'espace de travail, dans un domaine, et notamment dans des entreprises où il y a un reniement volontaire et subi de la citoyenneté dans l'entreprise. Et du coup, comment demander à des salariés qui n'exercent pas la citoyenneté dans l'entreprise, d'un seul coup de se saisir des questions environnementales et pas du droit d'intervention sur d'autres thématiques, et notamment dans le respect de leurs conditions de travail et de vie au travail. Plusieurs remarques, pas questions, mais remarques. Une thématique qui n'est pas abordée, en tout cas cet après-midi, qui a été légèrement abordée ce matin, c'est la question et la place de la recherche. Notamment dans un contexte où la semaine prochaine, le débat parlementaire va s'ouvrir sur la loi pluriannuelle de programmation. Et voilà, c'est plusieurs remarques sur quelle est la place, qu'est-ce qu'on peut faire jouer à la recherche sur différents espaces-temps. Et puis, une question sur ne faudrait-il pas changer de paradigme sur le travail, et notamment sur la place du travail dans nos vies, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de personnes subissent les pressions. En France, il y a une vision du patronat qui est en fait un bon salarié, c'est un salarié qui est présent de 8h à 20h. Et ne faut-il pas changer de paradigme et de rapport au travail pour avoir une vie beaucoup plus épanouie sur les questions sociales et environnementales? Donc si on reprend, c'est très très riche, la question de citoyenneté dans l'entreprise. Donc on a commencé à en parler avec vous, Alain Petitjean. Bon, je pense que les réponses n'ont pas été suffisantes finalement. Non, mais c'est normal parce que on n'en est jamais venu complètement à bout de la citoyenneté dans l'entreprise. C'était, je rappelle, la motivation absolue des lois Auroux, c'était d'essayer de se rapprocher d'une citoyenneté ou d'une démocratie d'entreprise. Et malheureusement, on vient de vivre un recul par rapport aux lois Auroux, qui étaient donc, comme tu l'indiquais, les ordonnances Macron. Il faut la voir, cette citoyenneté, à divers titres. Il y a la citoyenneté par le biais des instances. Avoir, bien sûr, le droit syndical, mais heureusement, dans notre pays, il est quand même globalement assuré, en tout cas dans une comparaison mondiale. L'avis des instances. Et après, il y a toutes les autres formes. Je vais prendre un simple exemple. Chez CNP Assurance, il y avait déjà un accord de qualité de vie au travail qui d'ailleurs embarquait les possibilités de télétravail. Le nouvel accord prévoit explicitement que l'aménagement du nouveau siège de CNP Assurance, qui est juste à côté, là, au-dessus de la gare Montparnasse et qui va aller à Issy-les-Moulineaux, eh bien, que cet aménagement associera le personnel de manière participative. Là, on commence à se rapprocher un tout petit peu d'éléments de citoyenneté. Or, c'est quoi finalement ça? Ça veut dire que mon espace de travail, j'ai quand même le droit d'avoir un avis dessus, quoi. Voilà. C'est presque ça aurait dû exister depuis des décennies. C'est une grande première. Donc, effectivement, il faut se battre pour ce type de grande première. Par contre, il faut aussi, dans ce cas, ça interpelle juste le mouvement syndical d'une manière. Il y a le syndicalisme, il y a les instances représentatives, il y a aussi parfois des formes participatives directement au niveau du salarié. C'est difficile à articuler, hein. Ça se fait pas sans léger conflit de frontières, mais il faut absolument pousser dans ce sens-là. Il faut pousser dans le sens d'accepter des individualisations sur certaines règles. L'appétence au télétravail, elle est radicalement différente d'une personne à l'autre. Et même pas d'un métier ou d'une catégorie à l'autre. Moi, ce que j'ai vécu, je dirige CECAFI Paris, et puis je supervise de bureaux plus petits qui sont Lille et Metz. J'ai eu des gens qui nous suppliaient d'être déconfinés avant les autres, parce qu'ils ne voulaient plus télétravailler pendant le confinement. Alors, ça peut être à cause de leurs enfants, ça peut être à cause de la taille de leur logement, ça peut être à cause du rapport qu'ils ont avec leur conjoint ou leur conjointe, ça peut être des tonnes de choses, ça peut être l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Comme tu l'indiquais, il y a des gens, Sophie, pour qui le lien social au travail est beaucoup plus riche que ce qu'ils ont comme lien social dans le reste de leur vie. Il y en a, c'est strictement le contraire. Il y en a, d'autres collègues disaient, mais moi je veux rester télétravailler. Je télétravaille mieux, je suis bien chez moi, je suis efficace, regardez, ma productivité est encore meilleure parce que je gagne 2 heures de transport par jour, etc., etc. Donc c'est vrai aussi que la citoyenneté dans l'entreprise, ça va interpeller le mouvement syndical sur est-ce qu'on accepte des formules qui sont plus souples, qui sont plus individuelles. C'est un peu comme quand il y a eu le passage aux horaires
aux horaires aux horaires personnalisés dans le tertiaire, par exemple. Mais je pense que ces questions-là, il ne faut pas les esquiver. Et j'aime bien l'idée que, le mot de Sophie, création de valeur humaine, dans l'aménagement du travail, dans la manière dont on se réapproprie les conditions de son travail, il y a de la création de valeur humaine. Ça, j'en suis absolument certain. En ce moment, je rencontre beaucoup de DRH dans le cadre de comités de groupe, dans le cadre des missions que je fais pour mes clients. Il y en a beaucoup qui sont en ce moment, ils ont des groupes de travail sur le retour d'expérience de la période de confinement, puis le retour d'expérience de la période de télétravail qui dure bien sûr beaucoup plus longtemps que la période de confinement. Les grands enseignements, c'est quoi? L'enseignement, ça a été vécu de manière complètement différente d'un individu à l'autre. Ça, c'est quand même quelque chose. 2, il n'y a pas eu baisse de productivité. Il y a ceux qui disent qu'elle s'est maintenue et ceux qui disent qu'elle a augmenté. C'est important aussi. 3, il y a des tas de logiciels ou de métiers qui sont télétravaillables alors que dans les accords précédents, ils étaient déclarés non télétravaillables. Il y aura toujours une limite. L'agent de sécurité en bas d'un immeuble, ça va être dur de lui dire qu'il le fait depuis chez lui. Mais enfin, en tout état de cause, il y a une extension. Il y a un autre enseignement qui commence à monter, c'est la baisse de l'absentéisme, hors maladie Covid, forcément. Celle-là, vous pouvez difficilement. Mais il y a eu une baisse de l'absentéisme. Pourquoi? Parce que le transport, c'est accidentogène et ça fatigue le corps et c'est pas tenable quand on a une petite pathologie, alors que travailler chez soi quand on a une petite pathologie, c'est possible. Bon, donc on sent qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments, plus incontestablement une dépollution et une défatigue, si je puis dire, par la diminution des temps de transport. Donc globalement, je pense qu'il va falloir y penser de manière plus positive. Et je rappelle que parfois c'était les DRH qui étaient contre le télétravail, parfois c'était les représentants syndicaux qui avaient une grande peur du télétravail. Il y a un point sur lequel je ne réussis pas encore à me faire une opinion, c'est y a-t-il eu destruction du collectif ou au contraire d'autres formes de collectif? Il y a la moitié des gens qui craignent la destruction du collectif et l'autre moitié qui disent on a continué, on a fait plus de réunions qu'avant. Simplement, elles étaient en visio. Je ne réussis pas à me faire une opinion sur cet aspect-là, parce que quand même, dans les réunions, il y a des aspects de créativité qui peuvent... Bon, donc moi, personnellement, là, je serais encore un peu réticent, j'allais dire. Dernier point, il y a beaucoup de gens qui disent on ne peut pas faire revenir les gens sur leur lieu de travail si le lieu de travail est rébarbatif, si les ambiances de travail sont rébarbatives, s'ils viennent pour, entre guillemets, faire du bullshit job, quoi. Donc... quand ils viennent à leur lieu de travail, ça doit être plutôt... en gros, ça doit au moins compenser la difficulté des transports. Moi, c'est comme ça que je vois la situation, et ça renvoie vraiment à cette notion de citoyenneté dans l'entreprise et de démocratie dans l'entreprise. Mais est-ce que, au vu des priorités, des urgences à gérer au vu des difficultés économiques dans certains secteurs, est-ce que finalement l'environnement ne va pas être la cinquième roue du carrosse? Il était peut-être déjà la cinquième roue du carrosse, ça sera peut-être la dixième dans les préoccupations des salariés? Joker, là, je ne vais pas réussir à y répondre. Je n'ai pas réponse à tout. Surtout sur quelque chose qui est encore en train de se faire. Le déconfinement est encore en train de se faire dans certaines entreprises. Certaines entreprises avaient des accords de télétravail intégral jusqu'à fin septembre, par exemple. Orange, pour prendre un exemple. Ils l'ont un peu assoupli, mais donc je pense qu'on n'a pas fini ce retour d'expérience. Et quand même, il y a une conscience environnementale qui monte dans la société. Il n'y a pas beaucoup de mouvements de société qui n'ont pas fini par se sentir dans l'entreprise. On reste quand même des hommes et des femmes quand on enfile entre guillemets son costard ou son bleu de travail. On ne cesse pas d'être un homme ou une femme. On ne cesse pas d'être un citoyen. Donc on apporte avec soi des préoccupations environnementales croissantes, parce que je crois qu'elles sont croissantes politiquement et même culturellement dans nos sociétés. La place, la citoyenneté dans l'entreprise, en fait, Nicolas Graff, vous avez commencé à l'évoquer, puisque en fait, le collectif pour un réveil écologique a été justement fait pour faire rentrer l'écologie au sein des préoccupations des dirigeants qui vous recrutent. Donc ça, j'imagine que c'est quelque chose qui vous inspire.
Oui, complètement. C'est la bonne formulation, en fait, la citoyenneté dans l'entreprise. C'est justement un des leviers sur lesquels, dans les entreprises, dans lesquelles on sent qu'il y a un levier et qu'effectivement, il y a une certaine place donnée à la citoyenneté dans l'entreprise, qu'on essaie de la saisir pour porter au mieux les problématiques écologiques. Mais par rapport à la question qui est posée, celle de savoir comment faire quand il y a un reniement de la citoyenneté dans l'entreprise, je suis beaucoup plus gêné parce que justement c'est là où les gens qui se retrouvent dans ce cas-là sont face à des endroits où ils ont peu de levier, où justement c'est foncièrement beaucoup plus compliqué de faire changer les choses. Donc je joker aussi sur cette question, je n'ai pas d'énormes conseils. Enfin, hormis le fait aussi que tout simplement il y a des structures qui existent, vous pouvez essayer d'en créer de vous-même, et puis tout simplement il y a les syndicats qui sont là aussi pour ça, pour représenter les salariés. Il y avait une autre question sur la place de la recherche. Alors qui se lance? Oui, Sophie Binet. Non, sur la place de la recherche, je pense que c'est une question extrêmement importante parce qu'on voit que s'il y a une prise de conscience collective de la population, la prise de conscience, elle n'est pas encore au niveau des enjeux. C'est-à-dire on se rend compte, encore une fois, à chaque fois qu'on écoute un scientifique plus de 3 minutes, on se dit « Ah tiens, j'avais conscience qu'il y avait un problème, mais je n'avais pas conscience à ce niveau-là ». Donc on voit qu'il y a déjà besoin d'entendre et d'écouter davantage les scientifiques sur la situation pour qu'on comprenne bien l'ampleur de ce qui se passe. Et puis ensuite, la place de la recherche, elle est importante pour sortir de ce dont on parlait, c'est-à-dire le danger du travail en silo quand on pense la question environnementale. Parce qu'on est sur une question qui est fondamentalement complexe, qui appelle à une pensée systémique. Si on se concentre seulement sur la question du CO2, on va occulter l'enjeu de la biodiversité, on va occulter l'enjeu de l'épuisement des ressources naturelles. Donc il faut avoir une vision d'ensemble pour bien identifier les effets de balancier liés à la pollution. Et donc, ça nécessite forcément un apport scientifique très important, et ça nécessite aussi de transformer le monde de la recherche et le monde scientifique qui, de mon point de vue de citoyenne, a acquis un très haut niveau de spécialisation, c'est bien, on en a besoin, mais on a aussi besoin de transversalité, de pensée humaniste et de chercheurs et de chercheuses qui ont la capacité d'avoir une vision pluridisciplinaire et transdisciplinaire pour comprendre les enjeux, déjà d'un point de vue environnemental, et en articulant l'environnemental et le social, et donc en articulant les sciences dures et les sciences humaines et sociales. Et là, on n'y est pas du tout quand on voit le mode de fonctionnement du financement de la recherche, le mode d'organisation des universités qui est extrêmement disciplinaire et qui ne permet pas à cette pensée complexe de s'organiser. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, c'est la question sur la place du travail dans nos vies, avec une interrogation sur est-ce qu'il ne faut pas mettre fin au présentéisme, etc. Oui, c'est particulièrement vrai pour les cadres, où j'ai donné le chiffre du temps de travail moyen des cadres, 44h30, ça n'est pas possible. Et aujourd'hui, on voit des jeunes générations qui ont changé d'aspiration, pour qui réussir sa vie, c'est pas seulement, voire parfois c'est même pas du tout d'ailleurs, réussir sa vie professionnelle. Avec en plus la féminisation de l'encadrement, il y a l'aspiration à avoir une carrière professionnelle tout en ayant une vie familiale et tout en pouvant être mère de famille, père de famille aussi, ça montre chez les pères, c'est intéressant, mais sans renoncer à une carrière professionnelle. Alors aujourd'hui, on impose, notamment aux femmes, de choisir entre être en responsabilité ou avoir des enfants. Mais attention, mettre fin au présentéisme et pouvoir avoir du temps en dehors du travail, nous on est convaincus et militants puisqu'on porte la question de la réduction du temps de travail, mais encore une fois on ne porte pas la question de la fin du travail, de la sortie du travail ou de la marginalité du travail. J'ajouterais comme argument à ce que j'ai dit tout à l'heure la question de l'égalité femmes-hommes. Pour les femmes, le travail, l'accès au travail, ça a été un levier central d'émancipation. Enfermer les femmes dans les activités domestiques, les renvoyer à la maison, et de ce point de vue-là, le télétravail interroge aussi parce qu'il sort les femmes du champ productif collectif, il revient à nouveau invisibiliser le travail des femmes qui, je le rappelle, ont toujours travaillé. Le problème, c'est qu'elles n'étaient pas visibles dans les statistiques sociales, que leur travail était invisibilisé. Eh bien, c'est les renvoyer dans la sphère domestique. Donc, pour les femmes,
le travail, quel qu'il soit, même si c'est un travail précaire, d'exécution, etc., c'est un travail qui est émancipateur parce qu'il garantit l'indépendance économique. Et enfin, sur les questions sur les institutions représentatives du personnel, l'enjeu, c'est bien sûr de trouver les moyens de traiter tout le temps en lien le social et l'environnemental. Il ne faut surtout pas que la question environnementale, ça devienne une nouvelle niche, un sujet à part qui soit déconnecté des questions sociales. À chaque fois qu'on prend une question sociale, on doit regarder l'impact environnemental et vice-versa. Et notamment, la première porte d'entrée, la plus simple, c'est de partir de la santé au travail. Moi, je suis toujours choquée d'entendre parler de la maltraitance animale sans jamais qu'on parle des conditions de travail dans les abattoirs et de ce que ça veut dire de devoir assassiner des animaux à la chaîne et tuer des animaux toutes les minutes, par exemple. C'est une maltraitance d'une violence inouïe qui conduit à des troubles psychologiques évidemment lourds. Donc comment se fait-il qu'on ne porte pas ces deux enjeux au même niveau sur conditions de travail et questions environnementales. Et sur cette question, je pense qu'il faut vraiment entendre l'interpellation du réveil écologique et de tout ce que tu as pu expliquer sur non aux délégataires. Il y a aussi une interpellation vis-à-vis du syndicalisme. Nous, on a comme responsabilité de proposer aux salariés, et notamment nous, l'UGICT, où on organise les salariés en responsabilité, les cadres et les professions intermédiaires, bien sûr de leur proposer un syndicalisme qui traite la question environnementale et qui leur permet de s'engager sur ces questions, mais surtout de leur proposer un syndicalisme qui leur permet d'organiser, de trouver et de travailler les réponses à ces questions à partir de leur qualification, à partir de leur professionnalisme, sans être dans le délégataire, mais en retrouvant la maîtrise du sens et du contenu de leur travail. Et pour finir peut-être par un mot, moi, si je retenais un mot pour réfléchir à l'articulation des enjeux environnementaux et des enjeux sociaux, c'est bienvenue dans le monde de la pensée complexe. Et c'est vraiment ça qui doit tout le temps nous structurer sur attention aux solutions faciles, aux analyses faciles qui oublient une partie des impacts. On parlait tout à l'heure du télétravail. Le télétravail, c'est aussi bienvenu dans la pensée complexe parce que d'un côté, ça permet de trouver plus d'autonomie, d'initiative, d'avoir un meilleur équilibre des temps, etc. De l'autre côté, ça a permis, par exemple, sur la question des réunions, oui, il y a autant de réunions en télétravail qu'au bureau. D'ailleurs, ce n'est pas forcément une bonne chose parce qu'on souffre beaucoup de réunionites. Mais par contre, sur les réunions qu'on a en télétravail, il n'y a plus du tout l'aspect humain, relationnel, etc. Et on a une standardisation du travail qui est encore plus importante parce qu'on supprime tout ce qu'il y a autour, en fait, tout ce qui se passe autour de la machine à café, quand on arrive le matin, quand on repart le soir, et qui en fait était une dimension essentielle. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il y a de vraies contradictions sur est-ce que le télétravail augmente la productivité ou pas. À mon avis, il augmente la productivité à court terme, mais sur le moyen-long terme, ce n'est pas forcément évident, notamment quand il est organisé à temps plein, parce que, et c'est là où il y aura le débat sur le bilan du télétravail, tout dépend de la durée de ce télétravail en mode dégradé, et notamment à temps plein. Un télétravail organisé juste, entre guillemets, pendant 3 mois, pendant la durée du confinement, sur des équipes qui se connaissent, qui savent déjà travailler ensemble, on a réussi à faire face avec des dégâts où tout le monde a serré les dents. Mais par contre, si ça s'étend dans la durée, là, c'est la catastrophe. Donc le message que passe l'UGICT, c'est impossible de pérenniser ce télétravail en mode dégradé et ce qui s'est passé pendant la crise, de le normaliser. Le patronat nous parle de nouvelle normalité. Pas question d'utiliser les réponses d'urgence pour les normaliser comme ce qu'ils sont en train de faire avec la stratégie du choc qu'ils veulent nous imposer. Oui. Vous vouliez réagir? Sinon, mais je voulais faire réagir Nicolas Graff, puisqu'on parlait de formation aussi, puisque vous êtes dans des grandes écoles qui ont des formations de pointe. La politique de recherche, est-ce que, donc c'était une des questions, prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux dans ces lieux-là? Alors, du coup, j'ai une position un peu particulière là-dessus parce que je suis actuellement en stage dans un laboratoire d'économie de l'environnement qui, justement, a été construit autour de plusieurs types de compétences, plusieurs types d'écoles et qui se veut lui-même transdisciplinaire, pluridisciplinaire et de dialogue des disciplines. Et en fait, dans ce cadre-là, en fait, on voit que les chercheurs qui sont dans mon laboratoire essayent d'apporter vraiment des réponses en prenant en compte la complexité des situations et d'éclairer les politiques publiques avec des réponses qui sont pertinentes
et qui soit capable de prendre en compte les différents aspects des questions qui sont posées. Mais voilà, ça reste une exception dans ce domaine-là. Et comme disait très bien Sophie, en fait, il y a cette nécessité d'aller dans cette direction-là, de effectivement prendre en compte la pensée complexe et d'avoir en place des chercheurs qui sont capables d'apporter des réponses complètes aux questions. Voilà. Nous arrivons au terme de ce débat. On voit que maîtriser la finalité de notre travail, qui était la question qui nous était assignée, demande de répondre à de multiples enjeux. Donc je pense qu'on pourrait effectivement refaire d'autres rencontres d'options sur ce sujet-là et prolonger le débat. Maintenant, il revient à vous, Sophie Binet, d'apporter votre vue sur vos vues sur la globalité des débats du jour, et puis dresser une conclusion. Oui, j'ai déjà beaucoup parlé, donc je ne sais pas si je vais à nouveau reparler. Moi, je voulais surtout remercier tout le monde pour cette belle journée que moi j'ai trouvée passionnante. Je voulais remercier donc tous les participantes et participants dans une ambiance très studieuse, on va dire, studieuse forcée, on n'est pas habitué à ça. La distanciation sociale, ça empêche de bavarder, hein. Du coup, le relationnel, on en perd un peu. Tous les participantes et participants de la salle qui ont aussi accepté ces règles sanitaires qui ont empêché d'avoir des interventions en direct, mais qui ont eu beaucoup d'interactions sur le groupe WhatsApp et avec les outils qu'on a mis en place. Les échanges ont été riches aussi par ce biais. Remercier tous les internautes qui nous ont suivis toute la journée. Et puis surtout, je voulais remercier les équipes et l'équipe de l'UMA qui a relevé le challenge de co-organiser avec nous cette journée. Voilà, donc merci à vous, merci aux journalistes qui ont animé la journée. Et je pense que ces contenus nous seront très utiles. On va les utiliser et les diffuser dans la durée de façon à ce que ça débouche sur des débats qui permettent de porter ce qu'on a débattu toute la journée, c'est-à-dire comment est-ce que cette question de l'articulation entre l'environnemental et le social, ça devient un enjeu démocratique collectif dont on peut débattre collectivement. Le but du contenu de ces rencontres, c'est de permettre ça. L'UJIC-CGT, elle va mettre à disposition 2 outils là, dans les semaines à venir. Le premier, c'est un manifeste pour la responsabilité environnementale qui part des propositions qu'on avait travaillées lors de notre dernier congrès, c'est-à-dire il y a maintenant déjà 2 ans, mais qui vise justement à être enrichi à partir du débat et des nouveautés de la situation actuelle, sachant que dans maintenant 1 an, alors 1 an ça paraît loin, mais en fait pour nous c'est proche, nous avons notre prochain congrès et que cette question environnementale, elle sera forcément, au vu des débats qu'on a aujourd'hui, des débats qu'il y a dans la société, au centre de notre prochain congrès. Et pourquoi c'est important ? Parce que quand on dit pensée complexe, ça veut dire que ces propositions environnementales, ça ne peut pas se trancher sur un coin de table en fait. Ça nécessite le temps long ou le temps de moyen terme pour croiser les regards, les différents regards professionnels. Nous, la CGT et l'UJIC, on est organisé au niveau interprofessionnel, donc il y a des salariés de tous les secteurs qui ont des métiers différents, des enjeux industriels différents. C'est pas du tout la même chose quand on discute des questions environnementales avec quelqu'un qui travaille dans le domaine de la chimie, donc où il y a le secteur du pétrole, et quelqu'un qui travaille dans la fédération de l'énergie qui est dominée par EDF, Areva et le secteur du nucléaire, par exemple. Eh bien, nous, à la CGT, nous devons les faire dialoguer et réussir à trouver des solutions qui conviennent à toutes et tous. Pareil sur la question des transports, on syndique et on organise à la fois des cheminots, des salariés de la SNCF et à la fois des routiers. Donc il faut qu'on trouve des solutions qui soient partagées par les routiers comme par les cheminots, comme par les marins sur la question du transport. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué que de se réunir à 5 et de se dire voilà, on est tous très intelligents, on va trouver la solution pour tout le monde. Nous, la solution, on ne la trouve pas d'en haut, on ne la trouve pas à la place des gens. On la trouve en permettant aux travailleuses et aux travailleurs de réfléchir à partir de leurs conditions de travail, de l'organisation de leur mode de production sur ce qu'il faudrait faire et transformer. Donc le manifeste pour la responsabilité environnementale qu'on va mettre en circulation dans
les prochains jours, il vise à être profondément enrichi grâce aux travaux, aux réflexions qui seront portées dans notre congrès et qui permettront, le fait d'avoir un congrès, ça permet de se poser les questions en grand et de prendre le temps de les traiter collectivement. Et puis la deuxième chose qu'on va mettre à disposition là, plutôt dans les prochains mois que dans les prochaines semaines, mais on va essayer que ça soit disponible début 2021, j'espère qu'on va y arriver, c'est cet outil d'évaluation de l'impact environnemental de la chaîne de valeur, pour permettre notamment aux salariés en responsabilité, à partir de la connaissance qu'ils ont de leur travail, de leur production, d'évaluer l'impact environnemental de leur entreprise et surtout de faire des propositions alternatives d'organisation du travail, d'organisation de la production ou de repenser la finalité même de la production. On ne s'interdit rien. C'est quand même la CGT Thales qui a monté un projet d'imagerie médicale alors que Thales, son cœur de métier, c'est la défense et la fabrication d'armements. Donc nous, on ne s'interdit surtout rien. Et donc, le but, c'est, avec cet outil que l'on veut construire ensemble, de permettre à chacune et chacun, et collectivement, parce que c'est en croisant les regards, il ne s'agit surtout pas d'un outil individuel, ce n'est pas un cadre tout seul dans son bureau qui pourra évaluer l'impact environnemental de l'entreprise, mais c'est en additionnant les regards de l'ensemble des salariés qualifiés en responsabilité de l'entreprise que l'on pourra avoir une idée de l'impact global de l'entreprise et qu'en leur permettant de dialoguer, chose qu'ils ne font pas si souvent que ça. En fait, on passe notre temps en réunion, mais on dialogue assez peu à partir de nos métiers et nos professionnalismes, qu'on leur permettra de trouver d'autres solutions. C'est la CGT Renault qui a proposé aux ingénieurs de Renault de se mettre autour de la table et de faire des propositions sur l'automobile, ce qui a débouché sur la proposition d'un véhicule électrique bon marché, avec donc un véhicule électrique à 10 000 euros pour répondre aux besoins citadins, qui a été conçu par les ingénieurs de Renault et un projet qui est porté par la CGT Renault. Donc c'est un exemple de ce qu'on dit quand on dit on ne veut pas faire dans le délégataire, mais on veut permettre à partir du professionnalisme de penser et d'organiser des alternatives. Un grand programme en perspective. Donc je remercie à nouveau nos participants et donc à bientôt.